Bonsoir tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous nous entendez bien. Que vous avez profité de Papos Blues en introduction Voilà, sur l'écran exactement. d'attente. Pour la première fois, Prisme vous divertit pendant l'attente. C'est évidemment la musique de Los Delinquentes, qui est un des morceau films de Papos Blues, donc rock argentin des années 70, très important là-bas, qu'on connaît forcément pas beaucoup ici. Pas très bien, mais c'est Adonde très está beau la morceau. libertad. Voilà. Et oui, et on en reparlera donc tout à l'heure quand on parlera de Los Delinquentes, puisque nous avons pas moins de 3 films au programme. Exactement, Alors, 3 films, mais 2 présentateurs seulement aujourd'hui, c'est ça, on a décidé de compenser. Ouais. Non, c'est pas Papis Blues. Papis Blues, pas à ce point-là. Attends, c'était... C'est Papo, P-A-2-P-O, apostrophe S, et Blues ensuite. Ouais, c'est ça. Papos. Papos. Et oui, on s'est dit, vu qu'on était Mm. absent, on peut faire 3 films. On avait hésité un peu sur lesquels sélectionner. On s'est dit, voilà, faisons-en 3. Et voilà, cela dit, il y a quand même plus de présentateurs que de chouettes films dans cette émission. Donc finalement, C'est vrai. je vends un peu la mèche, mais on va voir qu'on n'est pas convaincu par tout ce qu'on a vu cette semaine. Mais voilà, comme ça, on s'est dit, certains films, on passera peut-être un peu plus vite dessus. Voilà. Et ce sera l'occasion de passer un peu plus en revue que L'indice que d'habitude. vous pouvez garder potentiellement, c'est la musique qu'on a choisi de mettre en introduction. C'est On vrai. n'a pas mis la BO de Drive Away Dolls ni de Roadhouse, mais du film Ça vous donne argentin, donc peut-être que un c'est petit celui qu'on indice aime bien. potentiel. Comme d'habitude, comme à notre habitude, on parle d'un petit film en ouverture. Et moi, je vais c'est vous toi parler qui t'en donc charges, de Pas de Loïc. vague, tout à fait. Donc, film... Français sorti récemment. cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, je sais plus exactement, donc avec François Civil dans le rôle d'un professeur qui est accusé par une élève de harcèlement. Je sais plus exactement si c'est parce que c'est pas sexuel, mais en fait c'était que Ouais, ok. l'élève croit que le professeur l'a séduit en fait, et donc va voir le directeur de l'établissement, lui confie une lettre et s'engage comme ça une sorte de mécanisme, une sorte de chaos absolu dans la vie de ce professeur qui se retrouve à se battre contre les étudiants, à essayer de prouver le mensonge des étudiants, enfin le mensonge, le fait que la fille au invente. moins voilà, une incompréhension. Exactement. ou un mensonge. Et c'est un film quand même très maladroit, déjà parce que là où on a vu, c'est presque le retour dans la salle des classes du cinéma en ce moment, même Ah si oui, on a vu évidemment pas il y a mal une petite de- histoire dans le cinéma français On avec a vu pas mal de films d'école. Être et avoir, Entre les murs qu'on connaît quand même début des années 2000, mais là on a donc la salle des profs, Pas de vague comme ça, une sorte de L'innocence petit qui est retour. sorti aussi il y a pas très Tout à fait, longtemps. tout à fait. Et donc ici, il y a quand même une volonté de s'intéresser beaucoup plus au côté professoral et un peu du système, de la structure enseignante, et plutôt que de s'intéresser vraiment aux étudiants. C'est-à-dire que les élèves là ne sont là que pour servir de contre-champ aux professeurs, mais n'existent pas vraiment dans le même espace. Il y a la question qui est surtout posée par le film, donc c'est ce qu'indique le titre, c'est le concept du pas de vague. C'est le directeur de l'établissement qui demande au professeur de ne pas entraîner la justice, de ne pas essayer de faire devenir le cas plus grave qu'il ne l'est, parce qu'il est aussi menacé de mort par le frère de la jeune étudiante en question. Beaucoup de gens à l'établissement commencent un peu à se rebeller, même contre le système de l'école, contre lui, à se moquer de lui. Plus tard, ils découvrent qu'il est homosexuel et font tourner les vidéos de lui qui danse avec un autre homme pour se moquer de lui, etc. Donc comme ça, il est harcelé, c'est lui qui devient harcelé de toutes parts, et personne ne l'accompagne, même ses collègues finissent un peu au bout d'un moment par le lâcher, parce que lui devient un peu trop extrême dans ses façons de retenir les étudiants. Et on suit comme ça François Civil, qui est franchement un bon acteur, mais quand même un petit peu trop beau pour ce rôle de jeune professeur, un petit peu, tu vois qu'il est hyper musclé, qu'il est très 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 bien dans son corps post-Trois Mousquetaires, et qu'il n'a pas l'air d'être un jeune prof de français de 26 ans qui parle de Ronsard à ses étudiants, quoi. Mais n'empêche que tu vois dans son regard absolument à quel point il est pris dans cette sorte de système, et les scènes comme ça qui jouissent de faire ressentir l'angoisse de ce professeur-là, qui aussi fait donc des crises d'angoisse littéralement, comme dans la salle des profs d'ailleurs, qui essaye de faire fonctionner tout, qui refuse d'arrêter de venir à l'école parce que pour lui donner cours c'est important, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'attendus, de déjà-vus, de choses pas très intéressantes, puis même qui peuvent un peu rebuter en termes de représentation des classes un peu moyennes, un peu prolétaires, qui peuvent rendre complexes même les représentations. Enfin, tout semble un peu cliché et semble presque juste servir pour montrer plutôt ce qu'un article de journal aurait pu démontrer, c'est-à-dire le système éducatif français et à quel point
il y a les strates de gestion des écoles empêchent en fait une vraie place du professeur dans le système. Comment est-ce que littéralement il est interdit de faire des vagues, de parler des choses. Mais franchement c'est pas inintéressant, franchement c'est vraiment pas un film inintéressant, mais encore une fois très simpliste dans ses représentations, une fin absolument désastreuse que je ne mentionnerai pas pour les gens qui sont quand même curieux d'aller voir ça. Et beaucoup d'acteurs, à part donc François Civil et les enfants, qui sont très très mal dirigés. Mais je crois que, si je ne me trompe pas, c'est le 2e ou 3e film du réalisateur, donc peut-être que ce n'est qu'un début, peut-être qu'il apprendra à mieux diriger ses acteurs à l'avenir. On lui souhaite. Voilà, c'était pas de vague. Fini la psychologie maintenant. Maintenant, les muscles, les gros muscles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Roadhouse ici, dans le chat ? Je sais que le film a fait, à peu près comme tous les films de plateforme, des records d'audience. À la sortie, mais voilà. Roadhouse, c'est le nouveau film de Doug Liman, qui est quand même un cinéaste qui est loin d'être incompétent. On le connaît notamment pour le premier Jason Bourne, La mémoire dans la peau, Monsieur et Madame Smith, bien sûr. Et je crois que son dernier film en date, ça devait être Barry Seal, Barry Seal, American Made, film avec Tom Cruise, qui est un film plutôt sympathique, assez bien mené. Et donc là, va faire équipe avec Jake Gyllenhaal, producteur et acteur principal du film. Et bodybuildé pour l'occasion. Et bodybuildé de façon très impressionnante pour l'occasion, pour ce remake du film Roadhouse des années 80 avec Patrick Swayze, qui était une sorte de série B, un petit peu d'action. On suivait cet ancien champion de MMA qui devient videur d'une Roadhouse, une sorte de petit bar sur la côte de Floride, c'est ça ? Ouais, exactement. Va mettre un peu ses talents de bagarreur au service de l'établissement et découvrir que il se passe un petit peu des choses plus ou moins légales autour de ça, et que finalement peut-être que des gens en veulent à ce Roadhouse. Loïc, est-ce que tu t'es régalé devant les muscles bandés de Jake ? J'ai presque envie de te laisser commencer, parce que je pense que mon avis va venir plutôt comme une sorte d'opposition au tien, et d'autant que je développais sur pas de vague, donc vas-y. C'est vrai, c'est bien noble à toi. Non, en fait, je trouve que c'est un film paradoxalement extrêmement peu intéressant. Je trouve, on aura des réserves tout à l'heure sur Drive Away Dolls, qui je trouvais un film très raté. Là, je trouve que c'est un film purement médiocre, qui est à la fois, et je trouve, très peu intéressant, et en même temps intéressant en tant que ce qui peut être représentatif de ce qu'on pourrait appeler, en grossissant un peu le trait, le carcan standard esthétique du film de plateforme. Évidemment, on sait que maintenant la concurrence fait rage. Toutes les plateformes cherchent à avoir un petit peu leur grosse sortie, et surtout leur sortie régulière. Il faut tout simplement occuper la place des bandes infinies de contenu qui irriguent les spectateurs. Il faut que tous les mois, les gens se disent je vais garder mon abonnement, je vais me désabonner parce exactement, qu'il y a de nouvelles sorties un peu à récupérer. Et donc le film est sorti à grand renfort d'effets d'annonce, ce qui a fait qu'il est, comme tu le disais, a atteint un record. Peut-être c'est le film le plus vu de Amazon Prime Video, qui est la plateforme sur laquelle il est sorti. Et en fait, je trouve que c'est un film qui à toutes les étapes, on va dire, en tout cas tout ce qui est produit esthétiquement à partir du film témoigne de cette envie de créer un produit qui dure 2 heures et remplisse une case de contenu sur la page d'accueil d'Amazon Prime. À la fois le fait que ce soit adapté d'une sorte de licence un peu pseudo-cool des années 80, qui est absolument aucune attache avec la réalité du monde d'aujourd'hui, ce qui fait que c'est un film extrêmement daté à plein de niveaux, je trouve extrêmement ringard, à la fois dans la façon dont les personnages sont introduits comme des espèces de badass, les punchlines qui sortent à tour de bras. Je trouve que tout sent un petit peu le film quand même poussiéreux, et puis on sent cette espèce de, je sais pas comment l'appeler, de logique presque industrielle à tous les niveaux, qui fait que à chaque fois qu'une scène commence, j'étais déprimé de savoir exactement ce qui allait s'y dérouler, ce qui fait que j'ai passé 2 heures à souffler à peu près. Et en fait, c'est une sorte de presque de film un peu robotique, qui avance comme ça en pilotage automatique. On retrouve exactement à je sais pas, la 23e minute du scénario, qui doit être conseillé par tous les livres de scénario, le moment où le personnage féminin qui va devenir l'intérêt amoureux du héros arrive
arrivent dans le film, leur première rencontre un petit peu chafouine et en même temps on comprend qu'ils vont se revoir et tout est comme ça, une espèce d'enfilement programmatique absolument consternant du début à la fin. Tout ce qui touche vraiment à la capacité du film, je sais pas, à l'incarnation, à la narration, au développement de personnages est vraiment médiocre. Là on vient de voir une image du méchant du film, enfin d'un des méchants du film, en tout cas on va dire un des commanditaires, qu'on découvre sur son yacht en train de se faire raser alors que on est en pleine, enfin pas en pleine tempête, mais disons qu'il y a beaucoup de houle sur le bateau, donc on lui déconseille de se faire raser et il dit non mais mon capitaine m'assure qu'il peut tenir le bateau, donc je me fais raser alors que la mer est déchaînée, et il se fait couper une fois, deux fois, et à la troisième il va mettre une patate dans la tête du conducteur du bateau, et voilà, et tout le film est fait de scènes comme ça atroces, absolument comment dire, qui n'existe, on va dire, que pour remplir mécaniquement une case de scénario, de dire qu'il faut le moment avec le méchant, le moment où le héros est battu et va se relever. En fait, tout est comme ça. C'est un film qui m'a vraiment, que j'ai trouvé vraiment déprimant, peut-être un des pires films que j'ai vu cette année, honnêtement, mais presque pas tant parce que, comment dire. Je trouve que c'est à la fois un mauvais film de plateforme au sens où techniquement il y a plein de choses qui vont pas et qu'avec ce même carcan extrêmement standardisé on peut faire quand même énormément, vraiment beaucoup mieux que ce film là, mais en soi je trouve que le film c'est presque plus terrible que ce soit pas exceptionnel quoi. Je pense à un truc plus ou moins anecdotique, mais qui est l'utilisation systématique de courtes focales. Vous savez, c'est ces focales qui font que tout a l'air un peu déformé, on voit comme ça avec un très grand angle de vision, et que ce film utilise très très fréquemment, et parfois des focales vraiment très courtes à certains moments, et qui est devenu une sorte de, je ne sais pas trop pour quelle raison, un peu de standard aussi de la plateforme. Enfin, toutes les séries, j'ai l'impression, qui sortent, et que j'essaie de regarder, et après j'ai envie de me tuer, toutes les séries qui sortent sont comme ça tournées en courte focale. Il y a tout un tas comme ça de choix qui sont pas des vrais choix que fait le film quoi, qui sont vraiment des choix par défaut, exactement, voilà, des choix par défaut. Je trouve que le film avance comme ça avec une morosité au gré de la houle, absolue, au gré de la houle. Loïc, toi tu sauves un peu plus certaines séquences. Moi c'est un film, même en fait on voit les images là, c'est un film qui a été vraiment pensé autour du MMA, littéralement. Conor McGregor qui incarne le grand méchant du film, c'est un peu la superstar du MMA mondial. Pendant un temps c'était littéralement le sportif le plus payé au monde, et là il vient de prendre sa retraite il y a quelques temps, et donc il incarne pour la première fois, j'ai envie de dire, son propre rôle en fait dans le film, parce quasiment, oui. Il a évidemment son corps, ses mouvements qu'il connaît très bien parce qu'il a passé sa vie à les faire, et il a cette sorte d'animalité, cette sorte de bestialité qui est juste évidemment, qui est heureusement presque même pour le film joué un peu au second degré, c'est-à-dire que il n'essaie pas d'en faire une sorte de bête, de monstre terrifiant, mais justement il l'incarne dans ces sortes de scènes. Oui, il y a une sorte de décalage comique de dire que c'est un peu le cliché du gros bras. Voilà, exactement. Et je pense que s'il l'avait joué premier degré, ça aurait pas marché du tout. Et que là, en tout cas dans les scènes de combat où il est présent, même les scènes de combat de Jake, moi je les trouve vraiment, vraiment sympas, dans la mesure où elles épousent comme ça cette question du MMA, qui est une sorte de petite arène, une sorte de petite cage autour de laquelle sont fixées des caméras. Donc je pense aussi en courte focale en général, pour essayer de saisir les corps et toutes les petites aspérités des déplacements, des petits mouvements, la sueur, etc. Et le film comme ça s'intéresse, il y a aussi cette figure de la cage qui protège les musiciens qui changent un peu tous les soirs, mais donc il y a tout le temps cette sorte d'idée de faire des plans un petit peu longs, même si c'est sûrement des faux plans longs camouflés dans du montage, mais il y a cette sensation en tout cas là des mouvements et des coups qui sont vraiment hyper prégnants du MMA. C'est la violence d'un coup, mais qui n'est pas spectaculaire comme un coup d'art martial ou un peu d'un cinéma un peu plus spectaculaire en termes de combat. Là, c'est vraiment juste des coups de poing dans une tête, et ce qui est terrifiant, c'est presque plus que l'image, c'est aussi le son. Parce que le son dans le film, au niveau des scènes de combat, je l'ai trouvé assez âpre. Vraiment, il y a une sorte d'évolution comme ça. On avait saisi à partir de Fight Club une nouvelle façon de travailler le son des coups. Tout à l'heure, je vous passerai un mini extrait de Roadhouse. L'original, c'est pas du tout les mêmes sons, et même dans le premier Jason Bourne que j'ai re-regardé un peu pour l'occasion, mais même ceux de Peter Greengrass, etc. Pendant longtemps, on avait plutôt des trucs très presque cartoonesques, BD, et maintenant on tend plus à une violence, mais on sent le muscle, on sent l'os, on sent les tendons s'affaisser en fait sous le poing. Et ce qui est vraiment le côté intelligent du film, c'est d'avoir vraiment mis Jake Gyllenhaal
à un entraînement de MMA massif, ça se voit, même le film de temps en temps le montre de façon C'en est vraiment un peu ridicule. du style mettre ses pectoraux En amorce des plans, ouais. notamment dans la scène du bateau où la femme vient le voir. Il est torse nu vraiment 75% du film. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que ça se voit qu'il a fait un entraînement de MMA, et quand les deux se battent à la fin, ou quand lui se bat au début du film, enfin pas au début, mais qu'il y a cette scène au tiers du film où il renvoie à peu près 5 ou 6 voyous en leur disant ah mais il y a un hôpital à 25 minutes, Oui. vous pourrez y aller, etc. Ben tu sens que non, il y a une fluidité dans ses gestes qui est très agréable à voir, quoi. Ça se voit qu'il n'y a pas de doublure, ça se voit que c'est vraiment un pur film de lutte. Et le problème, c'est qu'il y a tout le reste, quoi. Bah, je trouve d'autant plus que finalement la façon dont les scènes de combat sont filmées ne leur rendent pas forcément justice. Alors je trouve pas que les chorégraphies soient incroyables, mais comme tu l'as dit, il y a plus un truc presque de brutalité, de dire les corps s'entrechoquent et c'est pas forcément gracieux, quoi. Ça c'est pas vraiment un reproche, mais je trouve qu'il y a cette envie un peu de faire des plans qui soient relativement longs, etc. Mais en fait on sent tellement dans leur texture même qui sont rafistolés de bout en bout que je trouve ça joue finalement contre l'authenticité des mouvements, des coups, des chorégraphies, etc. Il y a plusieurs moments comme ça où le film est vraiment indigent techniquement, notamment séquence où une voiture essaie de percuter le personnage principal d'ailleurs qui s'appelle Dalton, Elwood Dalton, un truc comme ça. Où pareil, on essaie de nous faire croire à une sorte de longue prise où il y aurait une sorte de cascade, mais en fait c'est tellement ostensiblement bricolé, rafistolé en post-production que ça devient un peu grotesque, quoi. Oui, c'est dommage de ne pas assumer une sorte de sensation réelle de la matière au-delà des muscles. Parce que quand ils jouent de ça, typiquement encore une fois dans la séquence finale où les deux se battent dans le bar, tu vois que le bois, c'est vraiment du bois que les corps se prennent quand ils se jettent sur des choses. Même moi, j'ai mal pour eux de les voir juste se jeter et se prendre des chaînes, des grilles, des bouts de bois partout. Et de jouer comme ça des effets spéciaux 3D moches sur plein de véhicules, sur toute la scène, la deuxième grosse scène de combat dans le bar où une sorte de canoë est mis en suspension et finit par tomber sur les gens, mais justement tout le choc est perdu en fait par les effets spéciaux. Bah surtout que là on a été un peu récemment habitué à une nouvelle vague, bon ça fait peut-être presque une dizaine d'années d'ailleurs je crois techniquement, mais un peu depuis John Wick, à quand même en tout cas une sorte de gage un peu d'authenticité dans la façon dont se déploient un peu les combats, etc. Je pense que ce serait à The Raid. Moi je le daterais à The Raid. C'est un petit peu avant The Raid, c'est ça The Raid c'est 2007 je crois. C'est un peu c'est une sorte de Jason Bourne 2 et 3. Ok. Et The Raid qui arrive un peu en même temps. Mais en tout cas, alors The Raid peut-être, effectivement je l'ai pas vu, mais en tout cas, disons que le mainstream américain c'est un peu mis à la page de dire bon il faut quand même que les combats on respecte un petit peu, on fasse les choses en dur, et du coup là c'est vrai que certaines tentatives du film tombent un peu à plat, mais je pense que ces espèces de plans très étranges en fait rentrent dans un sorte de système visuel plus large au sein du film qui témoignerait, pour le dire vite on va explorer un peu après, mais d'une inspiration un petit peu vidéoludique. Le premier combat d'ailleurs, les premiers instants du film, c'est un combat vu en vue subjective avec les deux points, un peu comme si on était dans un FPS, en train de contrôler le personnage qui se bat, et il y a pendant tout le film cette sensation très bizarre que la caméra essaie un peu de tourner autour de son personnage comme si elle était un peu accrochée, de glisser, donc ça crée des sortes de mouvements qui sont à la fois narrativement très peu intéressant et je sais pas, qui génère presque une sorte d'étrangeté sur certains moments. Enfin, on a l'impression que presque la caméra est sur motion control et se déplace selon une chorégraphie préétablie qui colle pas tout à fait à ce qui est vu, mais pas d'une fluidité comme celle d'un Fincher, presque d'une sorte de caméra numérique qui serait un peu maladroitement, qui accompagnerait. C'est un peu comme si un drone suivait Jake Gyllenhaal et essayait de panoter à la suite comme ça. Moi, ce à quoi j'ai pensé, c'était beaucoup GTA, donc les jeux Grand Theft Auto, notamment les cutscenes dans les jeux qui sont tout le temps comme ça. Un personnage qui arrive à un endroit, qui a un dialogue avec un groupe de voyous, et ensuite qui enchaîne sur une sorte de scène de baston systématiquement. Et toutes les scènes sont un peu filmées comme ça, c'est-à-dire de façon un peu programmatique. Il y a des idées de mise en scène, enfin c'est pas non plus une sorte de plan large où tout se passe devant toi, mais comme ça, cette sorte de caméra qui semble, mais littéralement là, qui est contrôlée par ordinateur, qui suit des animations 3D. En plus, il y a beaucoup de jeux où, qui se déroulent entre guillemets en plan séquence, où je crois que c'est le cas des derniers God of War, mais j'y ai pas joué, où finalement la caméra est toujours
attaché à notre personnage, tout est vu de son point de vue, ce qui fait qu'il n'y a jamais de coupe cut, visible. tout Quoi. à fait. Et du coup, il y a un peu cette sensation-là dans le film, quand on a l'impression, ah oui, d'accord, mais là, il coupe pas, mais c'est très bizarre, mais en fait, c'est comme si ça ferait sens dans une démarche de jeu vidéo. Et je trouve que c'est d'autant plus dommage que on a vu, notamment encore avec John Wick et surtout les opus 3 et 4, comment est-ce que le jeu vidéo pouvait vraiment être une inspiration extrêmement riche pour faire du cinéma d'action. Hein, dans John Wick 4 notamment, il y avait toute cette séquence où la caméra passait en vue de haut et ça rappelait des jeux comme Hotline Miami ou d'autres jeux en vue top-down, comme on dit, et ça crée quelque chose qui était extrêmement excitant en termes de nouvelle appréhension de l'espace, de géographie, et là, au contraire, je trouve que ça participe à banaliser beaucoup le film, quoi. Mais bon, je pense qu'en effet, on n'a pas forcément plus de choses à dire. Je pense que le film ne mérite pas forcément déjà les 2 heures de visionnage, alors les 20 minutes qu'on a passé dessus en plus, c'est pas gagné. Est-ce que on passe déjà au premier quiz? Parce que du coup, là, maintenant qu'on fait 3 films, il n'y aura pas de quiz comme de ça. fin, ouais. Exactement, il y aura un quiz aux 2/3, mais évidemment, restez parce que. Écoute, on a parlé de bagarre, peut-être Loïc, c'est le moment de ton quiz, non? Et oui, je pense que ça va être le moment de mon quiz. Alors, mon quiz s'appelle Finish Him. Voilà, tout simplement. Attention, je vais un peu recadrer, je crois. Hop là, c'est spectaculaire. Tac. Le concept du quiz, je vous l'explique très simplement. On va regarder des scènes de combat. Ah, je vois venir le truc, c'est génial. Et c'est ce que je pense. la vidéo va s'interrompre juste avant le move final. Et il va falloir deviner comment il va tuer. Comment est-ce que c'est excellent. L'autre tue Quel va être le coup de grâce Exactement. Incroyable. Et il y aura une proposition. C'est un petit extrait vidéo. Ok. Ça s'arrête. Il y a 4 propositions et il faut deviner. Évidemment, il n'y a pas énormément d'extraits, donc il faut être attentif, il faut se régaler des sets que j'ai mis. Et le premier, ça va être le Roadhouse original. Excellent. Donc celui avec Patrick Swayze. Du coup, je pense que je sais, parce qu'on en a un tout petit peu parlé. Ouais, toi tu sais, mais le chat ne sait pas, donc le chat chercher. Régalez-vous. Donc le chat, comme d'habitude, on dit G, enfin Clément dira G s'il a, et il laissera le chat répondre en attendant. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous entendez bien et tout ça, enfin si vous entendez pas, prévenez-nous évidemment. En théorie, ça devrait. Vous devriez tout bien entendre, mais on n'est jamais à l'abri. Ok. Et c'est parti. Attention. Finish him. I'm gonna kill you the old-fashioned way. Ah, j'adore. Que va faire Patrick Swayze? J'ai l'impression qu'on est dans un truc dont vous êtes le héros. Tu sais, tu choisis comment ça va se finir. Est-ce qu'il lui plante les yeux? Est-ce qu'il lui arrache un bout de gorge? Est-ce qu'il lui arrache le cœur? Ou est-ce qu'il lui arrache des poils de torse? Alors, est-ce qu'il a un couteau à la main? Non. Pas de couteau. Donc c'est mano tout mano. à la mano. Exactement. Okay. Quand je dis planter les yeux, c'est avec les doigts. Ça. En mode. Voilà. Évidemment, le chat, dites-nous. A, B, C ou D. Lequel va être le move de Patrick Swayze? Dans le Roadhouse, dans le nouveau, il va prendre des pieux de bois et lui enfoncer comme ça dans les... Il le plantouille, ouais. Ouais. Dans la poitrine. À réponse D, lui arracher les poils de torse. Si je peux, il me semble que arracher les poils de torse, il y a ça dans un film où Bruce Lee arrache les poils de torse de Chuck Norris. Donc je dirais que c'est pas cette réponse-là. Mais encore une fois, je connais la réponse, mais comme ça j'aiguille un peu le chat. Ah, les yeux sont populaires et lui arracher un bout de gorge. Ok. Bon, eh bien c'est le temps du reveal. C'est parti. Oh, c'est génial. Donc, toi Clément, tu sais? C'est la gorge, non? C'est tout à fait ça. Il lui arrache un petit bout de gorge. Je vous préviens, un peu glauque celui-là, un peu gore. Voilà, pour les un peu sensibles, il est un peu gore. Mais en plus c'est une sorte de test parce qu'il faut trouver le film. Donc là c'est Nobody de Ilian Eichhuller. Exactement. Donc avec Bob Odenkirk. Donc vous l'avez vu, il vient de ramasser un petit gobelet dans le bus. Donc que va-t-il faire avec le gobelet et le couteau? Est-ce qu'il va boire le sang du jeune? Est-ce qu'il va lui faire une trachéotomie? Est-ce que lui va lui enfoncer la paille dans l'oreille pour traverser sa tête? Ou est-ce qu'il va boire le coca devant lui comme ça, comme un winner? Alors trachéotomie, c'est quoi? C'est quand tu fais un trou dans la gorge pour pouvoir respirer? Ouais, pour pouvoir respirer, exactement. Si c'est boire le coca, c'est hyper drôle, mais tu as dit que c'était un peu gore, donc je pense que c'est pas ça. Est-ce qu'une paille serait assez solide pour traverser la tête de quelqu'un?
est-ce que le film s'embarrasse de ce détail? Deuxième question corollaire. La trachéotomie, c'est un peu drôle en vrai. Mais parce que là, il est en train de s'étouffer, le gars. Exactement. Ok, avec son propre sang. Boire son sang, j'y crois pas trop. Lui enfoncer, ça ferait un peu comme dans La Folie des Grandeurs avec le chiffon qui nettoie la tête de Louis de Funès. Tout à fait. Voilà, je sais pas si ça nous aide. Moi, je dis B, allez, je dis B. On a 2B, 2C. 2B, 2C, ouais, c'était entre les deux pour moi aussi. Et quel est le reveal? Tu vas pas boire le coca, bien sûr. Oui, c'est la trachéotomie, ça. Et oui, c'est la trachéotomie, tout à fait. C'était B, c'est ça? Et oui, bien c'était joué, B. la team B. Bravo la team B. Très marrant. Pas oublier le badge avec On continue. C'est Bloodsport. C'est Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. Quel va être le prochain move de Jean-Claude Van Damme? Alors. Un grand écart, coup de poing dans les testicules, un salto avant coup de boule, un drop kick ou un tourbillon coup de pied dans la tête. Est-ce que tu dans sa tête est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un dropkick, Loïc? Un drop kick, c'est quand tu prends les deux, enfin quand tu sautes et que tu tu vas fais- donner un coup avec tes deux jambes. Ok. Alors on a eu un D. Tout à fait. Moi j'avoue que le D me tente bien. Connaissant le. C'est vrai Connaissant qu'il le est, c'est vrai Jean-Claude. qu'il est fan de grand écart aussi, il faut le dire. Mhm. Ce serait original de te dire, on pense que ça va se passer en haut et il fait grand écart pour descendre très vite et attaquer les testicules, ce serait pas mal aussi. Donc là, je crois qu'on a une Voilà, armée 3D. de D. Allez, je vais dire D aussi, je pense. Ouais, J'aime bien le. 3D. Quoique le dropkick, ouais. Allez, je dis D. Vous dites D. Est-ce que vous pouvez faire un dropkick en direct Très bien, je fais Est-ce Van que Damme. c'est Alors, pas- Alors, le temps du reveal est venu. waouh, C'est parti. Qu'est-ce que c'était? trop bien, coup de pied dans sa Oh, un peu original. Bonne idée, un peu. Je veux dire. Franchement. J'aime beaucoup qu'ils prennent le temps de passer par en dessous du linge Tout à fait. en toute décence. Voilà. Ok, Face à Jet Li, quelqu'un lui lance un couteau. C'est Bruce Que Lee, va non faire Jet Li? Non, c'est Jet. Ah, c'est Jet Li. Non, c'est. Oui, c'est. Non, c'est Bruce Lee. C'est de Bruce dos- Lee. de dos, on Il dirait a Bruce tout à Lee. fait raison, c'est Bruce Lee. On lui Est-ce lance qu'il un va couteau. attraper le couteau? Est-ce qu'il va esquiver le couteau? Est-ce qu'il va le renvoyer avec un coup de pied? Ou est-ce qu'il va l'encaisser et s'en servir? Ah, le coup de pied, j'aime bien. Moi, Qu'est-ce qui vous régalerait? C. Moi, je dirais que Bruce Lee, il est connu pour être très rapide. Donc, je Ouais. me dis, esquiver, c'est bof. Le coup de pied, j'aime bien. Après, ça peut être un truc où il l'attrape et il y a un zoom sur lui en mode il l'a attrapé comme un king. Tout à fait. L'encaisser, c'est pas mal, genre. Ok. Ok, c'est parti. Je vais dire C aussi. Le chat dit C, ça me tente bien C. Écoutez, le chat dit C. Quelle est la bonne réponse? On dirait un truc où on vote pour ce qu'on veut voir. Tropisme Well. testique. Ok, Donc, c'est voilà, vous aviez raison, c'était C, c'était le renvoyer. c'est Max C'est la parti menace. sur Max la menace, tout à fait. I Bien sûr. think you have underestimated me. Ok, donc que va faire Max la menace face à l'homme de garde qui le tient en joue? Moi, je crois que je sais. Est-ce qu'il lui jette le Je ne téléphone réponds pas. dessus? Est-ce qu'il lui fait une grimace? Est-ce qu'il lui pousse la table dessus? Ou est-ce qu'il lui tire dessus avec un pistolet qu'il aurait caché depuis le début? Moi, je sais la réponse, donc je ne dis pas. Enfin, il me semble. Je crois que notre ami Julien, qui était là à la dernière émission, nous avait parlé de cette séquence. C'est lui qui m'a donné l'idée. J'avoue que Excellent. il m'a conseillé Alors, cette petite scène. On a eu Un un B, B. Lui faire une C, grimace. 2C, un B, tout à fait. Je sais pas quel C était d'avant, je sais plus. C, B. Pousser la table dessus, ouais. C, B. Est-ce qu'il y a une dernière Toi Clément, tu t'en souviens de cette scène? Je pense savoir, ouais. Et je pense que Mathieu Un Combe a une bonne intuition. Eh bien écoutez, donc toi Clément, pour toi c'est quoi? Pour moi, c'est A. Et il me semble qu'il y a un gag, mais je. Eh bien écoutez, C'est nul. And the element of surprise. Bien sûr. c'était Oh A et C, c'était les deux. Oh, il est fort, Parce Et qu'il est à la fois 99 nul et with a fort. compromise. C'est un peu Max la toujours menace, le. très, très fort, bien C'est un sûr. peu toujours le souci des. Il y avait pareil une sorte de parodie de James Bond avec le mec de Mr Bean, mais ils sont obligés, ou même OSS, ils sont obligés d'être forts quand même parce que sinon on peut pas croire qu'ils sont. Oui c'est ça. Donc voilà, Oh, c'était très A joli, et très C. joli, l'enchaînement. Et c'est, on continue. Là, c'est
Que va faire Jet Li pour profiter du fait que son ennemi recharge? Oh waouh. Oh Est-ce la qu'il va boule lui de courir dessus et le pousser? Est-ce qu'il va lui envoyer une boule de billard? Est-ce qu'il va le pousser dans un ventilateur, l'envoyer dans un ventilateur? Ou est-ce qu'il va le porter et le jeter dans une vitre? Moi j'ai ABCD. Il fait J'ai envie de voir la totale. un A, un B. J'ai pas vu. Ah, c'est vrai qu'il y avait des tables de billard. J'ai pas capté la géographie de l'espace, savoir s'il avait une... En même temps, c'est un peu confus. C'est un peu confus, ouais. Tout explose. Un C, un B, donc du ventilateur, du billard, ça fait un peu Indiana Jones. de la vitre. J'aime bien la boule de billard, je me dis c'est le plus spécifique. Là, il a une tête où il va courir, mais peut-être qu'il Mhm. va juste attraper une boule de billard. Moi je dirais, C'est possible. je tente B, mais... Eh bien, écoutez, qui avait raison? Oh, ça sent le ventilateur. Ah non. Voilà. Oh waouh. C'était la boule de billard, bravo à l'équipe B. Il a défoncé Ricky Gervais. Non, je sais pas qui c'est. C'était quel film par curiosité? C'était Kiss of the Dragon, il me semble. Ok, ok. Le baiser du dragon. Peut-être. Non, oui, c'est ça, c'est le baiser du dragon. Ok, ok. Nouvel extrait. Alors, que vont faire ces deux hommes de garde face à la grenade qui vient de leur être lancée? Est-ce qu'ils vont tirer sur la grenade? Est-ce que l'un est-ce qu'il va pousser l'un sur la grenade pour qu'il encaisse? Est-ce qu'il va le renvoyer avec un coup de pied? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement fuir? Quel film on regarde? On regarde Crank C'est- avec Jason Statham. Je soupçonnais. C'est un film un Tirer peu. sur la grenade. C'est un film un peu délirant. Ouais. Tirer sur la grenade, ça semble contre-productif. Après, dans la panique, j'aime bien pousser l'un sur la grenade, ça me fait un peu rire. Je vois bien ce genre de gag dans le film. Ou alors, ma réponse aurait été C prime. Mhm. Il va pour donner le coup de pied, mais rate et ça explose quand même. Hmm. Je dirais B. Je vais dire B. Donc, Tirer sur la grenade, c'est drôle un peu. il y a 2 B, un A. Oh, c'est très très bon en tout cas. J'aime beaucoup ce. Ouais, ben, écoutez, c'est le moment du reveal, hein, je crois. Vas-y. C'est parti. Les amis, qu'est-ce qui va se passer avec cette grenade? Voilà. Il a Il a poussé, poussé l'un. le plus large des deux pour étouffer l'explosion. Aïe, aïe, aïe. Attention, on est ici face au meilleur des extraits, Oh waouh. mais c'est le dernier. Voilà, c'est déjà Je suis fini, hyper c'était triste. très Je court. suis hyper triste. Régalez-vous. Oh bien sûr. C'est une cause Godzilla. Ça. Que va faire Godzilla? Ah Est-ce mais qu'il je va sais, faire un rayon laser, un cri mégaphonique, un double dropkick ou une morsure surpuissante? Quelle va être l'attaque de Godzilla? T'as écrit laser un peu en stylisé, non? Laser. Laser. Moi j'ai la réponse, je pense. Le cri mégaphonique. Je crois savoir. Le chat un B. Je laisse réfléchir, mais je pense avoir la réponse. Pour le moment, les gens ne savent pas trop. Ils se régalent encore de la tête du Godzilla là qui régale. C'est Un deuxième B, donc le cri mégaphonique est vrai populaire. que là il est un le peu, B, il est le un B peu est en très position populaire. pour dire. Ah, c'est vrai. C'est Ok. vrai. Est-ce que, donc Clément, toi tu sais? Pour moi c'est C. C'est le Et dropkick. il vole un peu. Eh bien, attention. La façon dont il prend son élan est masterclass. Et Ah, il attention. rebondit. C'est un double dropkick. Waouh. Cette grosse mythe n'est décidément pas très fine. Ils se sont pas du tout. Ils se sont pas embarrassés à justifier l'élan. Vraiment, il lève les pieds et c'est parti. Waouh. Et voilà. Excellent concept, C'était le plus fini. bravo. C'était très dur de trouver des extraits en fait. L'idée au début L'idée me plaisait, mais en est fait, excellente, c'était très ouais. très très dur de trouver des petites scénettes un peu rigolotes, qui étaient pas trop débiles, qui étaient un peu sympas quand même. Pas mal du tout. Voilà, j'espère que ce double dropkick de Godzilla dans Godzilla versus Megalodon vous aura plu. Bien sûr. Bah, on dit souvent que c'est le meilleur des, Des Godzilla. ouais. En tout cas de ceux avec Mégalodon. Ok, excellent. Ravi que ça Trop ait plu. bien, bravo, excellent Vic. C'était court, mais Mais non, c'était parfait. Voilà. Franchement, c'était peut-être tout à une fait, V2 à une occasion. tout à fait, ah ouais, On va trouver carrément. d'autres extraits. Mais c'est vrai, mais ça peut être un autre.
je sais pas, un autre domaine transversal et dire oui. qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer, c'est ouais, une très tout à bonne fait, idée, c'est une tout à très bonne fait. Donc, on a fait le film de baston, le quiz de baston. Et Est-ce là, qu'on passerait pas on au change film de braquage? Oh, pas mal. Voilà, on est un peu sur... Et en même temps, un peu mensonger. Enfin, Voilà. pas faux, mais c'est un peu... un petit braquage. c'est un petit braquage Donc, Los Delincuentes, film argentin qui Eh nous, oui. Réalisé par Rodrigo Ouais, Moreno, pourquoi ça qui Ah oui, qui était passé à Cannes dans la sélection Un certain regard, il me semble, l'an dernier, et qui était peut-être le film que j'avais préféré à Cannes d'ailleurs. Ok. Là, c'est son 6e long métrage. Ouais, je Donc, connaissais c'est pas du non tout, plus ouais. un jeune réalisateur, mais il arrive un peu dans la suite de la vague qu'a creusé, enfin du sillon qu'ont creusé La Flore et Tranquilo Quen surtout l'année dernière, une sorte de nouveau cinéma argentin très romanesque, très inventif, qui se permet d'être un peu à contre-courant de l'économie, notamment parce que c'est un pays qui va très mal économiquement en ce moment, où la récession. la récession tout à fait est violente. Et c'est pour ça que le film arrive et nous raconte donc l'histoire d'un jeune banquier, enfin pas très jeune mais dans la quarantaine, d'un banquier qui va décider du jour au lendemain de cambrioler sa propre banque, d'y voler suffisamment d'argent pour vivre les 25 prochaines années de sa vie, qui auraient été normalement les 25 années occupées encore à travailler dans cette banque. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va en fait voler le double de la somme pour aussi partager cet argent avec un de ses collègues qui lui sera chargé de garder le magot pendant les 3 ans et demi où donc le voleur ira en prison, préférant évidemment passer 3 ans et demi en prison plutôt que 25 ans au travail. Il y a une sorte de présentation comme ça de l'idée qui semble être évidente. Enfin, quand on nous dit les choses Absolument, de cette façon-là, évidemment, la que balance est vite. c'est ça, tout à fait. Donc toi, c'est un film, je pense qu'on est d'accord, c'est un film très réjouissant. C'est vraiment un très 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 beau film et comme tu disais, on retrouve un petit peu cette on va dire cette sorte un peu de légèreté, en tout cas de sensation on va dire de liberté narrative. On parlera de la question de la liberté un peu plus en détail, mais de liberté narrative qu'on avait dans Tranquilo Quen, qui était aussi un film, donc c'était sorti l'an dernier, c'était en 2 parties de un peu plus de 2 heures, et il y avait comme ça cette idée que le film était rempli un peu de plein de films en un, d'embardés narratifs comme ça, et Los Delincuentes fonctionne dans une moindre mesure sur ce principe-là, mais on retrouve cette espèce de on pourrait dire presque de disponibilité à la digression ou à l'ailleurs. Oui, c'est des films qui sont tous longs. La Flore à l'époque durait. Alors c'était 12 ou 13 heures. Ouais. Mais après, ça se présente comme une sorte de mini-série. Tranquilo Quen, c'était 4h30, presque 5 heures. Quelque chose comme ça. Là, on est face à du 3h10, donc ouais. Et puisqu'en fait, donc, on a effectivement ce fait inaugural qui est ce braquage. Et ensuite, l'essentiel du film consiste pas du tout à comment le braquage se déroule. C'est pas du tout. C'est pas un film de braquage au sens où le braquage occupe une partie marginale du film. C'est plutôt d'un côté comment on survit en prison pour, alors je crois que c'est Moran, ce personnage là, Moran, tout à fait. et son collègue c'est Roman, donc exactement. attention à ne pas confondre, mais encore une fois c'est un peu fait pour, et donc voilà, Moran en prison, comment est-ce qu'il va s'en sortir, et de l'autre Roman qui devient finalement assez rapidement le personnage qu'on suit dans un bon bout du film, qui lui se retrouve avec cet argent qu'il doit essayer de cacher, il a beaucoup de mal à vivre avec, etc. Et essayant de cacher l'argent, va tomber sur un autre groupe de personnages et ça va ouvrir un petit peu un autre pan du film, notamment autour de questions amoureuses, etc. Et ce qui est très très beau, c'est que c'est un peu comme Tranquilo Quen, même si c'était encore plus le cas dans Tranquilo Quen. On sent que c'est des films qui sont quand même faits dans une petite économie, même si là c'est un film qui est, je sais pas comment dire, techniquement très très beau, tout à fait irréprochable. Tranquilo Quen, on sentait que c'était pas tourné avec des moyens de cinéma extrêmement conséquents, mais il y avait cette même idée de dire que à partir d'éléments très simples, on peut se permettre de déplier des histoires, de vraiment se laisser aller à une tentation romanesque. Dans Tranquilo Quen, il y avait notamment cette idée que donc ça se passait dans un tout petit village perdu de l'Argentine, et le personnage féminin animait une émission de radio et a découvert en préparant une émission une série de correspondances mystérieuses cachées dans des lettres, et en essayant de les retrouver, à se mettre elle-même à vivre une sorte de passion un peu similaire avec l'homme qui l'accompagne, etc. Et il y avait comme ça cette idée que le quotidien n'est pas du tout antithétique, en tout cas on peut comme ça s'extraire comme ça et atteindre, même si c'est un petit peu bricolé finalement, une ambition romanesque. Donc il y a ça quand même qui est très très beau dans le film, cette sensation à la fois de, comment dire,
d'un film assez simple qui sait se concentrer sur des éléments très comment dire, très enfin, qui sait Les trouver élémentaires, presque, les voilà choses exactement les plus- enfin très, comment dire, qui sait construire à partir de petites choses finalement des envolées plus grandes, notamment donc toute la partie où l'un va voler l'argent, enfin va cacher l'argent plutôt, fait un peu office de retour à la nature, et donc on va redécouvrir comme ça des paysages qui s'offrent à nous, et tout s'offre comme ça, une sorte de beauté, mais je dirais sans phare, quoi, vraiment de beauté comme ça pure, naturelle, qui est extrêmement agréable. Et en même temps, ça fait que c'est un film qui est pas évident à saisir. attraper, parce que voilà, c'est à la fois simple et en même temps le film fonctionne sur plein de petits échos, voilà, d'éléments un peu souterrains, etc. Mais globalement, ça t'a aussi beaucoup plu. Du coup, tu Oui, me tout à disais, fait. Moi, c'est Loïc, vraiment un film que je trouve très 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 touchant et juste en fait au moment où il arrive dans le monde contemporain, parce qu'évidemment c'est un film, donc un braquage de banque, des banquiers qui préfèrent aller en prison que travailler, c'est un film sur le capitalisme, c'est un film sur le libéralisme, d'autant plus, comme je le disais en introduction, vu les conditions économiques en Argentine, où les gens en ce moment n'hésitent pas à dépenser leur argent dès qu'ils l'ont, par peur que ça perde trop de valeur, même dans ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois. Et donc là, l'horizon du film, c'est en fait de présenter des personnages, donc tu l'as dit, qui ont un peu des noms similaires. On a Norma, on a donc Moran et Roman qui sont les deux protagonistes et qui vont faire la rencontre de Norma, Moran et Roman. Ramon, voilà. Donc bon, vous avez compris vous avez l'idée, c'est compris, que ça se ressemble. on a ces 5 lettres-là et on joue un petit C'est peu. des anagrammes, ouais. Tout à fait. Et donc il y a cette idée-là de multiplier les échos, multiplier les objets, les espaces, les endroits où en fait presque tout semble accompagner tout le temps le film. Les personnages ne sont jamais vraiment en dehors d'un système, parce qu'ils sont pris dans le système même du film, donc de cette sorte de lettres qui constituent leur prénom, des endroits, des petits objets, tels une clémentine ou une mandarine. Il me semble que des personnages vont un petit peu éplucher comme ça. Mais donc tout le temps, on a l'impression que les personnages ne peuvent vraiment jamais trouver une forme de liberté pure. En fait, ils passent leur vie à essayer de la trouver, donc évidemment dans la nature, à la trouver dans les relations avec les autres. Et c'est pour ça que le centre du film va être la relation amoureuse en fait des deux protagonistes, avec une femme qui s'appelle Norma. Avec une femme, ouais. Tout à fait. Et donc qui est en même temps une promesse de liberté, parce qu'évidemment l'amour, même la façon passionnelle dont elle se déroule et les plans absolument sublimes qui la constituent sont réjouissants, mais en même temps les deux finalement se retrouvent quittés par cette femme, donc déjà parce qu'elle vit une relation avec chacun des deux, et finalement elle va laisser les deux et va les qualifier d'ailleurs à la fin en partant de soit des idiots, soit des fous, il me semble. Et que, comme ça en fait il y a cette idée là que en même temps presque l'idiotie et la folie restent toujours toutes les deux ensemble pour permettre aux gens de survivre dans cette société, dans cette structure où il faut tout le temps être fou pour essayer d'aller chercher de la liberté ailleurs, et en même temps il faut être presque imbécile pour essayer de croire qu'elle existe vraiment. C'est ces sortes d'horizons, de paysages qui sont toujours en même temps d'une grande beauté, et en même temps il y a aussi l'horizon il est fermé tout le temps, les très beaux plans sur la rivière où ils viennent se baigner, où il un peu comme ça, le personnage de Roman a une sorte d'échappée au milieu du film où il se baigne, je pense, pendant 30 minutes facilement avec En les tout cas, nouveaux ouais, amis discuter rencontrés. avec ses amis, Tout à ouais. fait, mais donc c'est un espace qui est quand même clos. Même le plan final du film qui se finit sur un magnifique champ où le personnage erre en cheval est fermé au fond par une lisière de montagne. Et il y a aussi une autre figure qui est celle de la sorte de petite fleur rouge qui pousse dans les herbes hautes, enfin dans l'herbe haute. Venteuse, comme ça toujours les personnages qui essayent de trouver le petit endroit, le petit truc de beauté qui peut permettre à la vie d'éclore, et finalement qui n'y arrivent pas. Et cette sorte de mélange comme ça des noms, des anagrammes dans le film permet aussi de se sentir que c'est la même histoire pour tout le monde, quoi. Tout le monde a un peu le même prénom, tout le monde a un peu la même recherche, les mêmes intentions. Nos protagonistes comme ça viennent à quitter Buenos Aires, à essayer d'arriver en campagne, et les personnages qui habitent déjà en campagne, en fait on les perd à un moment, ils déménagent, leur maison est vide, il n'y a plus personne, on ne sait pas où ils sont partis, donc même à leur nouvelle maison un peu à l'orée de la campagne, même là ils n'étaient pas vraiment libres, ils continuent d'essayer de chercher par le cinéma, parce qu'il y a une sorte d'équipe de tournage amateur. C'est comme ça un film en même temps de la beauté, de la recherche de la liberté, et en même temps de la fragilité de ce que c'est que cette liberté.
Mais il y a une dimension évidemment très poétique en fait dans le film. On a un contraste assez fort entre les premiers décors urbains assez gris, très peuplés, film plutôt en longue focale, il y a quelque chose d'un petit peu oppressant, et ensuite cette ouverture de la nature. Mais ce qui est très beau, comme tu l'as dit, c'est que toutes les embardées qui pourraient ressembler à de la liberté, finalement, finissent plus ou moins par se clore. On voit que... en fait, presque la structure du film raconte ça, puisque le geste de Moran, finalement, condamne un petit peu son collègue à une sorte de paranoïa, et il y a beaucoup de scènes qui sont très finement tissées les unes avec les autres, notamment avec des split screens dans la première partie du film, qui sont vraiment... très minutieux, très élégant, et raconte très bien un petit peu la façon dont finalement les deux sont un peu deux facettes d'un même personnage, ce que raconte aussi l'anagramme de leur nom. Oui, et puis même il y a aussi le fait qu'en partant en prison, on s'intéresse un petit peu à la vie de la prison et elle fonctionne de la même façon. Il y a une sorte de boss qui chapeaute comme ça, oui, une sorte de hiérarchie qui ressemble d'ailleurs étrangement au patron de la banque, une sorte de vieux, un peu grisonnant. Je me demande si c'est pas le même acteur, mais je crois pas. Je sais pas. Je me suis posé la question. Mais donc qui a comme ça cette figure en fait de même quand il part en prison, c'est exactement de la même façon que marche la banque. Et puis même on va dire la structure du film. T'as parlé de ces deux histoires d'amour, mais disons que on nous raconte d'abord celle qui chronologiquement se déroule ensuite, ce qui fait que quand on nous raconte la seconde, elle est déjà teintée d'une sorte de mélancolie, d'autant plus qu'on sait un peu qu'elle se déroule dans un moment de sursis pour Moran, puisque c'est juste avant qu'il aille se rendre à la police. Et donc il y a cette idée comme ça que le film est à la fois on va dire très ouvert à des éléments très simplement poétiques, un peu la beauté du monde, et en même temps recèle quand même une forme de cruauté, en tout cas d'ancrage dans le réel, qui marque des choses assez dures, notamment tout ce qui arrive à Moran en prison. On sent que son calcul du départ n'avait pas forcément pris en compte que ce serait si dur que ça d'être en prison. Et puis il y a cette idée un petit peu aussi du poids du temps qui commence à l'étreindre, parce que finalement 3 années en prison, est-ce que c'est équivalent à 3 années à la banque? Peut-être pas vraiment. Oui, on les ressaisit vieillis à la fin du film. Ouais, exactement. Ils ont vraiment l'impression d'avoir pris 10 ans d'un coup, quoi. Et je trouve le film est vraiment magnifique, notamment là-dessus, puisque comme tu l'as dit, ça raconte vraiment un état du monde contemporain, mais presque par... sans y paraître, on pourrait dire. Et je trouve que c'est génial comme titre, Les Délinquants, parce que évidemment ils sont délinquants au sens où ils ont volé de l'argent, ils sont légalement délinquants, mais la délinquance profonde en fait dont ils font preuve, c'est celle d'avoir l'envie de quitter un système hiérarchique, capitaliste, orienté uniquement sur la question du travail, de la routine, etc. En fait, c'est leur désir d'ailleurs finalement qui les rend presque délinquants par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Et presque, pour moi, le mot délinquant, le verbe qui y serait associé, ce serait pas le crime, mais ce serait plutôt la fuite. C'est après avoir commis le crime. L'idée, c'est vraiment essayer de courir, essayer de retrouver cette liberté qu'on nous a ravis. Et pour moi, c'est à ce moment-là que le film fait intervenir la plus pure des libertés, c'est au moment des fuites, c'est au moment du voyage, c'est au moment des rencontres. Une fois que les rencontres se sont installées, et qu'en fait on est revenu à une forme de nouvelle sédentarité, mais dans un nouvel espace, on se retrouve enfermé de nouveau. Et puis il y a les conséquences qui finissent par arriver tôt ou tard, mais il y a cette question effectivement un peu du sursis qui est très très belle dans le film et qui fait qu'on savoure. On vous passait le morceau de musique au début, mais quand cette séquence-là arrive dans le film, cette ode à la liberté qui est, le disque est mis par le personnage qui sait qu'il va devoir aller se rendre à la police juste après. Il y a une sorte, c'est pas ironique, c'est juste une sorte un peu de beauté mélancolique de dire je profite de l'instant du moment que j'ai la possibilité de mettre la main dessus, quoi. Mais c'est ça, c'est un film au présent. Absolument. Exactement, ouais. Et c'est très très beau de voir la façon dont c'est un film qui est plein d'espoir et en même temps d'espoir vite un petit peu cassé, quoi. Mais ne serait-ce que le fait que quand Moran vole l'argent, il se dit que le seul prix à payer finalement c'est lui en prison, mais il y a évidemment l'idée que son collègue finalement est pris par la même espèce de peur d'être découvert, et on voit que ça a des répercussions désastreuses sur ses collègues à la banque qui se font martyriser par la direction, par une sorte d'inspectrice qui d'ailleurs est jouée par l'actrice principale de Tranquil Oken, qui a fait un rôle plus secondaire. Et je trouve que c'est vraiment très beau cette façon un peu de
décliner les différents enfermements dans lesquels les personnages finissent par se trouver, et ce principe d'anagramme qui est sur tous les noms des personnages principaux du film montre bien cette idée que finalement on a quelque chose en commun qui serait l'idée d'être un peu piégé par quelque chose, quoi. Et finalement il y a un côté Laura Paredes. Il me semble aussi. Ouais. C'est Paredes, ouais, j'avais un doute, tout à fait, ouais. Cinderella, c'est le nom de la Cinderella, ouais, c'est la réalisatrice de Tranqué. Et qu'est-ce que je disais, les anagrammes. Et enfin voilà, il y a quelque chose un petit peu de presque de personnages un peu à la Hong Sang-soo. On sent qu'il y a un peu quelque chose de l'ordre de la variation de l'un à l'autre. Finalement, c'est pas des personnages dont l'essence est très différente, mais c'est juste une question de circonstances qui font qu'ils se trouvent à un endroit ou un autre. Et en fait, cette espèce de désir d'ailleurs qui éclate dans le dernier plan, même si c'est peut-être de façon tragique. Enfin, en tout cas, disons le plan ménage du vide, ce qui sonne un peu comme la liberté et en même temps comme l'absence de quelque chose. Donc c'est un petit peu c'est pas il n'y a pas un sens définitif dans le plan. Voilà, donc c'est un film vraiment très très beau. Mais ce que tu disais sur un peu cette nature des personnages, moi je le rapprocherais presque plus d'un Antonioni, dont d'ailleurs j'ai presque l'impression que le système de cinéma est un peu récupéré dans Los Delinquentes, cette idée de toujours partir d'un concept fort, ou en tout cas d'une sorte d'événement vendeur, un peu spectaculaire, et en fait de le déspectaculariser. Et en fait, de ne pas faire un film de braquage quand on peut parler d'un film de braquage. C'est vraiment là ce qui se passe dans le film, c'est que le gars rentre dans la chambre forte, et en fait le braquage d'une simplicité presque naturelle, quoi, vraiment, littéralement le film commence avec lui donc, qui arrive au travail et qui ensuite va dans la chambre forte, va compter des billets, etc. Et il retourne braquer la chambre comme en fait il travaille au début, avec des gestes tout naturels. D'ailleurs, une très 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 belle... un très beau geste dans le film que j'avais jamais vu avant, qui est la façon en fait de compter les billets du personnage, qui en fait s'y connaît tellement. Il le fait à une main, juste avec son pouce, en faisant un aller-retour. Il passe d'un billet à l'autre comme ça, et c'est sur ce genre de petits gestes qu'en fait ce genre d'essence, enfin pas d'essence mais de naturel se cristallise, parce qu'on sent que le personnage a vraiment cette carrière de banquier, qu'il a vraiment manipulé énormément d'argent, et que ce geste en fait ne sert à rien à part littéralement gagner du temps. Et on a aussi, plus tard dans le film, aussi une sorte de scène comme ça sur à quel point il faut travailler vite, essayer de gagner du temps dans les gestes, et c'est vraiment pas des gestes intéressés, parce que le personnage qui les fait vite ne regarde même plus ce qu'il est en train de faire. Il tamponne on l'entend. On l'entend seulement, on le voit comme ça en plan épaule, et on le voit on l'entend donc seulement en train de tamponner des billets d'affilée, parce qu'il doit tamponner tous les chèques d'un chéquier comme ça, et quelqu'un lui demande d'aller de plus en plus vite. Donc le travail est désincarné absolument, au profit d'une machinisation des personnages. Ouais, mais c'est très beau et triste en même temps, cette idée de finalement faire du moment qui va permettre une liberté éphémère, une extension finalement du travail. Il y avait un peu la même idée dans un film de Kelly Reichardt qui s'appelle Night Moves, où on suit des activistes écologiques qui vont faire une action un petit peu choc, et il y avait cette idée que le film détaille très précisément la mise en place un petit peu logistique de ce qu'ils font, et finalement on a l'impression que la protestation est le prolongement finalement de leur vie un peu prolétarisée, en tout cas un peu esclave d'un système qu'ils reconnaissent pas, etc. Et c'est ça qui est assez génial avec un film comme Los Delinquentes, c'est que ça tient à assez peu de choses, et en même temps le film est vraiment très extrêmement fin sur plein de détails, extrêmement incarné. C'est à la fois peut-être ce sera la différence avec Antonioni, où c'est un cinéma qui est pas sophistiqué, au sens où il y a une sorte de simplicité quand même qui prime. Oui, là, on dirait juste qu'il met sa caméra là et Exactement. qu'il met les choses telles qu'elles sont. Mais dès qu'on creuse un peu, dès qu'on se laisse aller un peu au film, on découvre que c'est plein de... Voilà, c'est vraiment tissé avec une finesse extrêmement agréable. Ouais. Très 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 beau film qu'on recommande absolument. Pour le moment, enfin forcément on est en début avril, donc je me chaufferai pas trop, mais je pense qu'il va finir dans mon top 3. Ouais, moi aussi, c'est dans les films que je préfère en tout cas pour l'instant de cette année. Pour le moment, c'est vraiment très 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 fort. C'est beau. Est-ce qu'on passe au deuxième quiz ? Bah écoutez, c'est parti, c'est tout simplement le quiz. Ça a un peu plus de rapport avec Roadhouse qu'avec Delinquentes, mais pas que. Okay. Tu peux mettre la première image déjà, oui, donc qui est énorme.
Effectivement, je me suis un peu tâté pour quelle image je mettais en fond. Il me fallait un fond uniforme, mais en gros, c'est tout simplement, ça vient d'une remarque récente qu'il y a eu pas mal de remakes ou de suites ou de suites de suites. On a eu le Salaire de la peur qui a eu un remake, du coup un deuxième remake sur Netflix bien sûr. avec Gaston Bide, le King, et ça a pas l'air très bien. Je l'ai pas vu, mais ça a pas l'air très bien. Et Roadhouse, etc. Et voilà, je me suis dit petit quiz sur les remakes. Ouais. Et vu que je suis un peu un delinquentes moi aussi, Tu vas fuir tout de suite. je m'en vais. Non, toutes les questions ne sont pas sur le même principe. On va commencer par un petit vrai-faux, tout simplement. Petit vrai-faux. Ok. J'ai réfréné mes envies de vous faire deviner quel film c'était à partir d'une image. C'est tout simplement un petit vrai-faux. Je prends mes Est-ce que machin a joué dans un remake de mes machin, anti-sèches. tout ça Ça va être un peu des choses comme ça. Ok. Alors, je vous mets la première image. C'est donc même principe que d'habitude, Loïc. Si tu as la réponse, tu laisses Voilà. Là, j'ai pas la question. un peu déjà. traficoter. Comment ça Je trouve plus mes notes, mais c'est pas grave. Ben Hur et Abraham Lincoln, chasseur de vampires. La question c'est, en gros, est-ce qu'il y a eu remake ou pas? Est-ce que le réalisateur de Abraham Lincoln, chasseur de vampires, a fait un remake de Ben Hur? Ben, il y a un remake de Ben Hur. Mais Mais est-ce que c'est le même réal qu'Abraham Lincoln, chasseur de vampires? Mais je connais Voilà. pas le nom. le chat, je vous laisse Essayez. essayer. Ce serait il y en a eu un, faux, ce serait il y en a pas eu. La question est, est-ce que le réalisateur de Abraham Lincoln a fait Donc c'est un pas vrai remake ou de faux, Ben Hur? c'est un oui ou non. Ah ouais, je peux te dire, le réalisateur d'Abraham Ok. Lincoln, chasseur de vampires, a fait un film Ben Hur. A Très fait un bien, remake de très Ben bien, Hur, très bien. donc le grand classique de William Wyler. Ok, curieux. Très très curieux. Très très curieux, ok. J'ai perdu mes notes, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir de tête. Parce que j'ai un gros cerveau. Loïc, quelle est ta réponse? Eh bien, je pense que c'est faux. Il n'y a pas de frame avec la réponse. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. En fait, il y a un remake de Ben Hur qui date de 2016 qui est réalisé par Timur. Ah bah voilà, Mathieu Lay. Je crois que c'est Timur Bekman-Betov, si ma mémoire est bonne, qui est le réalisateur de Wanted aussi. D'accord. Mais je trouvais ça plus drôle de dire que c'était le réalisateur de Abraham Lincoln, chasseur de vampires, qui avait fait un remake de Ben Hur. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne l'ai pas vu. C'est pas Morgan forcément. Freeman, je me souviens qu'il y avait Morgan Freeman dans un remake de Ben Hur. Ah ouais? Aïe aïe aïe, terrible. Deuxième question, est-ce wow. que Adam Sandler joue dans un remake des Chiens de paille de Sam Peckinpah? Je pense pas. Vrai ou faux? Je pense que il a pas joué dans suffisamment de films un peu violents. Il est connu pour avoir juste joué dans Uncut Gems. Uncut Gems. Pour une fois, il avait un rôle un peu foudingue, C'est vrai. Après, le personnage principal des Chiens de paille est plutôt. un peu restreint. un peu geek, Ok, effacé. d'accord. Ça aurait pu être plus dans ses cordes en tout cas. Je laisse le chat essayer de deviner sans tricher sur internet. Ok. Toi, t'es plutôt non? Je suis plutôt sur un faux. Ouais. Moi, je suis solide sur mes appuis. Je pense que, en plus, le film serait récent du coup. Ah, sur un film récent peut-être. J'avais noté une date qui normalement faisait partie de la question, c'était 2011. 2011. Ouais. Est-ce que Adam Sandler joue dans un film de 2011, remake des Chiens de paille? Non, jamais de la vie. 2011, c'est Punch Drunk Love. T'es trop occupé. C'est faux. C'est faux. Ah, C'est faux, mais il y a un remake de 2011 des Chiens de Ah ouais, paille. ok, d'accord. Il n'y a pas Adam Sandler dedans, il y a des acteurs beaucoup plus banals. Il y a Alexander Skarsgård. D'accord. Voilà. Ok. Mais il n'y a pas Adam Sandler, effectivement. Comme c'est pour bien comprendre le principe. Des fois c'est vrai, des fois c'est faux. Le limier, c'est tout. Le Est-ce que limier, le limier est-ce que ça existe existe ou pas? Non, la question c'est, est-ce qu'il existe un remake du Limier, donc le Limier, ce film de 72 de Mankiewicz, avec Michael Caine, qui joue le plus jeune des deux personnages du film. Est-ce qu'il y a un remake des années 2000 où il joue le vieux? Donc le rôle de Laurence La Olivier. question est quand même très dense. J'ai l'impression que ça tendrait, si je ne le savais pas déjà, à être vrai. Tout le monde dit c'est vrai, c'est vrai. J'en ai un peu parlé en plus l'autre jour quand on a parlé du Limier. Mais en même temps, l'anecdote est quand même marrante. C'est vraiment drôle. Normalement, il y a la fiche de remake. C'est assez amusant de voir que, Kane, effectivement, Lo. Ah non, Lo, c'est le. Kane, c'est Michael Caine. Et Branagh Lo, Pinter. c'est Jude Branagh Pinter. Nom de. Je sais pas. Je sais pas. Et effectivement, ça existe. Bizarre. Mais donc, Kenneth Branagh a réalisé voilà, un remake, je sais pas, peut-être un peu plus de 30 ans Ah oui, plus c'est tard. Kenneth Branagh qui l'a fait, d'accord. Voilà. Ok. Curiosité, je n'ai pas vu Intriguant. ce remake. Question suivante. Est-ce que Je suis une légende est en fait le remake d'un vieux film d'horreur avec Vincent Price? C'est comme De Niro dans Joker, c'est vrai ça? C'est un peu comme Ouais. la C'est vrai. valse des pantins et De Niro.
Voilà. Est-ce que Je suis une légende est un remake d'un film d'horreur des années 50 Ce serait bizarre parce que je suis avec une légende, Vincent c'est un Price. roman. Bon, après, bon, c'est C'est peut-être une nouvelle adaptation, quoi. ça peut effectivement, si c'est remake, probablement tout vient du même roman, mais Je pense pas. Je pense que. je dirais non. Je pense qu'il y a un truc un peu similaire. Il me semble qu'il y a un film comme ça avec un homme qui se retrouve seul sur Terre, mais que c'est pas le même. Alors le chat dit vrai, eh bien le chat a raison. C'est Aïe, tout à aïe, fait aïe. vrai. Le film s'appelle The Last Man on Earth, mais c'est effectivement une adaptation officielle, d'ailleurs adaptée par, je crois que c'est Richard Matheson, l'auteur de Je suis une Ah légende, ouais. donc par l'auteur lui-même. Ok. Et il y a une autre version qui existe qui est aussi qui est entre les deux, dans les années 70 avec Charlton Heston. Mais lui qui a raison aussi, oui, c'est aussi une adaptation du même roman. Voilà, où un peu, enfin, disons que l'idée c'est un peu dans quelle mesure le dernier survivant finalement est un peu le réactionnaire du mouvement d'évolution, etc. C'est tiré d'un livre, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une première adaptation. Eh bien si, il y en a eu même deux autres. Ah ouais. Du coup, celle-ci Ah ouais. et celle avec Charlton Heston qui s'appelle Le Survivant, Ok. The Omega Man en Mais anglais. ça me dit quelque chose, le film de Vincent Price. Je crois que j'en avais entendu beaucoup de bien. Voilà. Mais là, c'est plus des sortes de vampires un peu, Ok. et il met de l'ail devant sa porte. Je n'ai plus mon conducteur, donc je ne sais plus ce qui arrive ensuite, mais question suivante, c'est est-ce que tu sais qui c'est ? Mizoguchi. Pas loin, c'était Ozu. Ah, j'ai hésité Ozu. La question c'est, est-ce que Ozu, comme par exemple Hitchcock ou Cécile B2000, Ok. a remaké un de ses propres films ? Oui. Toi tu dis oui, Quasiment sûr que oui. Je crois savoir lequel. est-ce que tu l'as ? Je vais récupérer mon anti-sèche. Bon, il y a un film sur deux de Ozu qui a des fleurs dedans, mais il me semble que c'est un titre sur genre Alors c'est équinoxe de printemps, fleurs d'automne, le lotus est dans les feuilles, enfin, un truc comme ça. Je vois que monsieur est un Un grand connaisseur. connaisseur. C'était- Herbe flottante, propose Annette. Ça me semble être C'est exactement ça. Je suis désolé, j'ai perdu le doc avec mes réponses parce que j'avais le détail des années et des On peut anecdotes. passer à la slide suivante. Tu peux passer à la slide suivante, tout à fait. Oui, d'accord. Donc, en effet, Annette a raison. Effectivement, C'est ouais. Herbe flottante qui a été remakée. Donc, j'étais pas loin quand j'étais sur un peu les feuilles, les fleurs et tout. Tu n'étais pas loin. Alors, c'est bon, j'ai ma réponse, je vais pouvoir te dire. Donc, il y a Histoire d'herbe flottante en français, qui est un premier film de 34, et en 59, Herbe flottante, Tout qui court, en est une, qui n'est qui en plus est une une reprise. histoire. Il n'y a plus d'histoire là, c'est de l'herbe non-stop Qui pendant flotte à fond. tout le Un film. max de flottage. Question suivante, même principe, mais encore plus spécifique. Qui est-ce? Qui est-ce ? C'est Douglas Sirk. D'accord. La question c'est, est-ce que Douglas Sirk a fait coup sur coup le même film, une fois en noir et blanc, et ensuite il l'a couleur. remaké en Je couleur suis juste quasiment après ? sûr que oui. Ça me dit vraiment un truc. Et ce serait... Quel film ce serait? Bon, Mathieu dit faux. Mathieu dit faux, mais Mais je pense un Mathieu, truc mélodrame... genre écrit... Non, c'est pas écrit sur du vent. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Douglas Sirk, grand cinéaste du mélodrame, écrit sur du vent, Mirage de la vie, Le secret magnifique notamment. Tout à fait. Grand cinéaste hollywoodien. Des années 40, 50, un peu... Un peu 60, je pense. Ouais, il a un dû peu se faire comme plaisir il a comme fait ça aux années pipi les 60. 60. Franchement, moi j'y crois à fond. Un film un peu obscur. C'est encore une fois le chat qui a raison. Je l'ai Non inventé de toutes pièces. Ça n'existe Je pas. suis déçu. Mais c'était tentant comme anecdote. Je me suis dit que j'aurais bien aimé que ça existe. Ouais. On entre dans la deuxième partie du quiz. C'est toujours le même principe. Ok. Un vrai faux. Ok. Mais c'est remake américain de film français. D'accord. Donc je ok. vous donne un film français, Ok, un rigolo. acteur américain. Il faut trouver. Est-ce le que film. ce remake Ah non, existe est-ce que ce remake existe? Très bien. Ouais, est-ce que ça existe? Si vous avez le titre, c'est un point bonus, mais répondez d'abord vrai faux pour pas Ouais. spoiler les. La première est normalement pas trop dure. Ok, je pense que. Oh waouh. Ah si. Waouh. Est-ce que Schwarzy joue dans un remake de La Totale de Claude Zidi? Bah, si c'est pas trop dur, c'est que c'est vrai. Je crois que c'est le rôle de Thierry Lhermitte qu'il est censé jouer. Le rôle de Thierry Lhermitte dans La Totale avec Miu Miu.
Peut-être je l'ai mis en disant c'est facile parce que ça semble absurde et c'est Non, mais évidemment, c'est sûr que c'est vrai. évidemment faux. Je sais pas quel film c'est, un truc genre. Personne n'a le. Donc c'est vrai, James Cameron, ouais, exactement. Je me c'est doutais ça, que quelqu'un là. C'est True Lies, effectivement. Il y a moins Très de drôle. jets qui explosent dans la totale, mais effectivement, ça existe. Ça Il y existe. a moins d'Eddie Mitchell, quoi. Il y a moins le Mitch. Mais il y a Bill Paxton et ça, c'est quand même pas mal. Question suivante. Est-ce qu'il existe un remake de Tenue de soirée de Bertrand Blier avec John Travolta? Moi, je croyais que c'était. Le film s'appelait Putain de film et que Tenue de soirée était un commentaire journalistique très étrange. Tenue de soirée, cocktail. Non, effectivement, c'est l'affiche Faux. un peu Franchement, j'y crois tapageuse. Travolta qui jouerait du coup le rôle de pas. Ah, mais il y a Depardieu. encore Miu Miu. Comme C'est quoi, vrai, ça. Miu Miu est Bah- à fond adapté aux États-Unis ou peut-être Ou pas. peut-être pas. Moi, j'y crois pas. Mystère. Moi, maintenant, je me cale au chat. Le chat dit faux, donc je dis faux. Tu te dis, tu préfères tomber avec les Ouais, autres. Exactement. C'est faux, ça n'existe pas. Je l'ai inventé à Bravo, 100%. Bravo, je vous suis à 100% maintenant. Est-ce qu'il existe un remake du Dîner de con Ça, avec oui. Steve Carell Ah, oh. qu'on a vu tout à l'heure, comme par Il me hasard? semble qu'il y a un remake du Dîner de con, mais que c'est peut-être pas Steve Carell dedans. Peut-être que Je j'ai mis pense le Steve piège Carell est là. parce que tu l'as mis dans ton quiz tout à l'heure. Exactement. On était connectés, on a entendu. Alors, qu'est-ce que ça dit le chat? Je crois que les faux sont pour le truc d'avant. Le Dîner de con. Ouais, je pense que ça existe, mais que c'est sans Il y a eu Steve un Carell. faux. Ce sera mon bête. Loïc dit faux. On a un vrai, ok. Si ça existe vraiment, je veux le voir tout de suite. Faux en énorme. Bon, on va dire que ça clôt le débat. Eh bien, c'était vrai. Ça s'appelle The Dinner et c'est même avec Paul Rudd qui joue donc Thierry Lhermitte cette fois. Ce n'est plus Schwarzenegger. Ce seront les deux alter ego américains. Ça existe. On n'oublie pas que l'original est photographié par le chef-op de Suspiria. Voilà. C'est vrai. Ça, faut pas l'oublier. Et celui-ci, c'est pas le cas, je pense. c'est peut-être pas le cas, ouais. Oh, la tête de Carré là-dessus. Incroyable. The Dinner, oh là là, mais le chat avait le nom et tout. Et Ouais, ouais, vous êtes trop grand fort. fan, Voilà, grand fan du voilà. film. Mathieu Camille, écrit en majuscule. Ah, Faux. honte. La Voilà. honte sur lui. La honte. Image suivante. Oh, Est-ce la que tête à G. Est-ce que ce BG de Richard Gere a joué dans un remake d'un film de Claude Chabrol qui s'appelle La femme infidèle? T'as vraiment choisi la photo la plus chade de. Il est pas mal, non? Richard Gere. Il est pas mal. Je pense pas. Moi, mon pari, c'est que non. Pour la simple et bonne raison que je le vois pas. Enfin, je pense que c'est trop obscur comme question. Ah, quoique non, justement, c'est un argument pour ça. Est-ce que j'ai été sournois? On a un vrai. Le chat. Est-ce que vous aimez Non, je Richard pense- Gere? Est-ce que vous aimez Claude Chabrol? C'est trop obscur. Jamais t'aurais sorti la femme infidèle de Chabrol, lol, non. Oui, c'est vrai. Vas-y, moi j'y crois en fait. J'ai changé d'avis. En même temps, ce serait un peu drôle si j'avais fait ça, non? C'est vrai. Un peu farfetched quand même. Est-ce que le chat a un petit avis? On a un vrai de Loïc. Bon, je vous donne la réponse. C'est vrai, et ça s'appelle Infidèle, mais c'est un remake beaucoup plus récent que le film D'accord, ok. de Chabrol. C'est tout à fait vrai. Je vous propose qu'on continue sur cette lancée. Ok, c'est vrai. Est-ce que Richard Gere joue dans un remake des choses de la vie? Non, ça non. Ce serait donc Piccoli. Richard Gere à la place de Piccoli. Piccoli. Michel, de son prénom. Michel. Richard et Michel. Toi, tu dis non? Non. Le chat. Alors, je crois que le vrai est pour le truc d'avant, si je ne m'abuse. Tac. Les choses de la vie, Richard Gere. Non, moi je crois. On n'y croit pas, on n'y croit C'est pas. trop- C'est tout. C'est too much. Le petit Claude sautait. Ah, vrai, faux. Le chat Fais bataille. confiance à Annette. C'est vrai elle a eu bon sur celle d'avant. Majorité de faux. Tu n'aurais pas osé. Moi, je n'ai pas osé, mais Hollywood l'a fait. Intersection. Intersection, ça s'appelle. Ouah, Richard avec Gere et Sharon Stone. Eh bien. Et donc, c'est vrai. Il l'a fait, le L'affiche est bougre. cauchemar. Hein. Il C'est l'a des fait, sortes le bougre. d'oiseaux en verre là. Je précise que toutes les affiches, je les ai pas générées pareil. Ce sont de vraies affiches. C'est tout à fait vrai. Ah oui, bah, le chat avait une bonne réponse à la Ouais. fin sur le film. Et jamais 203. Est-ce que Richard Non. Gere a joué dans un remake de À bout de souffle, donc le rôle de Belmondo? Mais là, il y a un remake d'À bout de souffle qui va sortir bientôt, il me semble. Est-ce que c'est ça? J'aurais pas, non, je n'ai pas pris de film à n'est pas venir encore ou sorti. pas à Ok, venir. d'accord. J'ai pas triché là-dessus. Je pense pas. Faux. Voilà. Ma boussole est Annette. C'est faux. Mais le remake existe, nous dit-on. Ça m'a l'air pas mal, ça, comme commentaire. Vrai, tu n'aurais n'aurais pas pas osé osé. de nouveau. Bah celle d'avant, j'ai pas eu à oser Ouais, t'as finalement. pas osé, t'as Donc juste à prendre une image sur Google c'est Images. tout simplement la vérité. J'ai passé beaucoup de temps sur Google Images aujourd'hui. Ok, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Comment ça pourrait s'appeler par exemple un remake de À bout de souffle en anglais? Tu l'appellerais comment Non, toi? c'est Breathless. Breathless USA.
À bout de souffle, Made in USA, ce film existe avec Richard Gere, c'était vrai aussi. Il y avait vraiment USA dans le titre. Ouais. Il y avait vraiment... Non, quelqu'un a juste dit. Oh non. Et oui, voilà, j'en avais 3. Et je trouvais ça drôle qu'il ait joué dans 3 remakes de films Ouais, français. Je crois que Luc Lagier parle beaucoup de ce film. Ah ouais? De À bout de souffle USA? C'est étrange. Cocasse. J'ai retourné ma veste. Et ben c'est vrai, ça existe tout à fait. Il nous en reste 2 dans cette petite section. Nous avons, je vous laisse digérer à bout de souffle, Made in USA. Est-ce que Matt Damon a joué? Il aime Vertigo et Richard Gere. Un héros très discret. Dans un remake du film de Jacques Audiard, un héros très discret. Le premier film de Jacques Audiard, Ah, si je ne me trompe pas. je te fais confiance. Je suis quasiment sûr. Moi j'y crois. Franchement, le petit Loïc Matt avec un achète. chapeau là, le petit chapeau. Le petit chapeau lui irait bien. Vous voyez. Nous avons un oui. Je pense qu'il a une tête à chapeau. D'ailleurs, Il a ça une va tête à être chapeau. un des sujets de Drive Away Dolls. Parce que Chapeau, il a des notre chapeau, il est là, il a un un chapeau. Donc, Si j'avais été malin, voilà. j'aurais mis cette image à la fin. à la fin. Oui, vrai. Matt Damon avec un chapeau. Bah, figurez-vous. qu'on va Eh bah, parler du film. figurez-vous. Pas banal cette coïncidence. Plutôt vrai, tout le monde dit vrai. C'est faux. Je l'ai Oh. inventé de toutes pièces, c'est faux. Ça Je suis n'existe un peu pas. déçu, un peu déçu. Et la dernière de cette petite section. Encore Matt Damon. Oula. Est-ce que Stallone a joué dans un remake de Oscar avec Louis de Attends, Funès? c'est quoi Oscar avec Louis de Funès? Oscar, quoi le c'est pitch film de Édouard Molinaro. De Funès joue un industriel qui doit marier sa fille, mais il découvre que sa fille veut se marier avec quelqu'un. Et c'est pas du tout ce qu'il avait prévu. Et tout le film se passe en huis clos dans la maison familiale. Et genre, là, Stallone serait le papa. Serait prendrait le rôle de Louis de Funès. exactement. Ce serait Stallone fait De Funès. C'est Moi, bien. j'y crois pas. Oscar, c'est plutôt bien. Enfin, moi, j'ai vraiment bien. C'est un de mes De Funès préférés. Après, je pense. c'est étrange comme question si c'est faux. Genre, dans quel monde tu vas faire haha, Oscar C'est- avec ça- Louis de Funès, je vais les piéger. C'est un peu ma question. Dwayne Johnson, Eric Judor, si tu veux. C'est ma spéciale. Tout le monde dit vrai dans le chat. Moi, je dis vrai aussi. C'est vrai. Yes. Ça existe. Ça existe. Mais alors, je crois qu'il est plus homme d'affaires industriel. Alors, il y a un autre titre français que j'ai plus où c'est genre bric et brac et braquage, un truc comme ça, pas du tout ça, mais un titre un peu ringard. Je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que tu peux me redire le titre, Ouais, Annette a l'air Annette, de si tu l'avoir. l'as? Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc un peu ringard, mais ça s'appelle Oscar en version originale. Je crois qu'il est plus industriel, il est mafieux, mais c'est le même, c'est Ouais, le- il a une c'est tête le de même principe. mafioso, là. Les embrouilles dans le sac. Oui, je crois que c'est exactement un truc comme ça. Je n'étais pas si loin. Et je crois que c'est exactement un truc comme ça. Bien joué. Belle connaissance de ce genre de film. On change de gameplay encore une fois. C'est Wow, Delinquent on Text ou voyage, quoi là? Tout simplement, je vous demande. Ah bah. On part d'un film qui a eu un certain nombre de remakes. Ouais. Et vous devez me dire Combien combien. Waouh, c'est technique. Il y en a 3. C'est de plus en plus dur, entre guillemets. Il y en a 3. Il y a 3 questions. Ah, ok. Non, je ne vais pas donner la réponse. C'est quand même dommage. Donc là, on est sur Invasion of the Body Snatchers. Il y en a au moins 3. L'invasion des profanateurs de sépulture en anglais. Alors, celui-là ne compte pas. Hein. C'est combien il y a de remakes, Ah. si jamais. Je précise, je ne dis C'est pas bien. que c'est 3 ou pas 3, mais combien il y a de nouveaux films qui ont repris ce film-ci? Mathieu tente un 4. Mathieu Moi, je tente tente un un 3. 4. 3. Je le trouve solide. 3, ok, c'est pas mal. Donc là, on est film de 56, Don Siegel, des aliens qui se font passer pour des humains. Ah, Mathieu me suit sur Ah, le tu 3. dirais 3 autres films en plus de J'en ai celui-ci. qu'un seul des 3, je crois, mais j'en ai déjà entendu parler de quelques-uns un Mhm. peu obscurs. Un des années 2000, il me semble un peu chelou. Mhm. On a 2 idées à 3. Et ben on va tout de suite. Il faut pas compter le premier, donc 3. Ouais. C'est 3. Oh, let's go. Bravo, Mathieu. C'est tout à fait Invasion 3. avec Daniel Craig et Nicole Kidman. C'est ça. Et vous verrez que c'est un peu drôle parce que du coup, le premier c'est Invasion of the Body Snatchers. Le second aussi. Donc c'est un film de Philip Kaufman de 79 qui est le film un peu plus Mhm. connu avec. Enfin, en tout cas, assez Ah, connu c'est avec. pas le premier, le Philippe Kaufman Non, le premier c'est Don Siegel. Enfin, si, là c'est le premier des remakes. Mais Celui-ci. Celui tout à gauche, c'est Philippe Kaufman, Oui, ouais. c'est ça, ok. qui est celui avec Donald Sutherland. Nul le dernier. Il y a un autre remake où là c'est plus. On enlève le Invasion et c'est juste Body Snatchers. C'est un film d'Abel Ferrara de 93. D'accord. Et il y a un film de Olivier Hirschbiegel de 2007 qui s'appelle lui juste Invasion. Donc ils ont un peu inversé les ouais. titres. À la limite, À 2 films, ils font un titre, quoi. c'est ça. À 4, à la limite, j'aurais pu vous le compter parce qu'il y a aussi un film de Robert Rodriguez qui s'appelle The Faculty qui repose exactement sur le même principe mais qui est pas vraiment dans la Oui, licence. ok, ok. Donc à la limite, je vous l'aurais compté, bande Ok. de filous. Question suivante, même principe. Combien y a-t-il Ah. de remakes de Star is Je Born? crois qu'il y en a 5 versions, donc 4 films. Ça, c'est le premier de 1932, 7. 37.
Là, Ça change tout. on est dans un film de William Wellman, pour le premier. Ouais, Combien y a-t-il de remakes de ce film? Toi, tu dis 4 remakes. ouais. Annette, Annette dit 4 remakes. Tout à fait. C'est Il pas me mal, semble qu'il y en a 4 cinq au remakes. total, ouais. Il y a Barbara Streisand, Lady Gaga. Celui-là, c'est qui? C'est Janet Janet Gaynor. Gaynor. Il y en a un avec. Il y en a un de George Cukor, dont j'ai oublié l'actrice principale. Le Cooks. George Cukor, c'est pas la fille de Magicien d'Oz? C'est pas. Judy Garland. Judy Garland, voilà. Merci le Judy chat. tout le monde t'a spammé. Années 70, année 2010. Donc là, Mathieu, tu dirais 3, toi. 3 remakes de ce film. Mm. C'est à peu près la bonne réponse, mais sachez que il existe un remake indien. Oh, Qui- je Vous l'ai avez- eu, mais juste parce que j'ai pas pensé. Enfin, j'ai Vous eu avez, le vous film avez tous les indien autres, en mais plus. alors j'ai hésité à le compter, mais c'est vraiment un remake du film. Mais alors c'est, alors je ne sais pas comment je vous le prononce. Ça s'appelle Ashiki, mais c'est le 2. Le premier Ashiki n'est pas un remake Ok. de Star is Le Born, premier mais le Ashiki est 2 une le licence 2 l'est. originale. Exactement, mais Voilà. le 2 c'est un remake de voilà. C'est magnifique. Un peu comme Très, Retour très vers le futur 2, il y a des bouts de La vie est belle dedans, quoi. C'est un peu un truc comme ça. Dernière question. Alors là, on va Ok. élargir un petit peu. C'est notre ami Halloween. Oh là Alors vous savez que la là licence là a là connu là là là. moult réadaptations. Tout de suite, ne compte pas. Ma question est combien y a-t-il de films Halloween au total? Oh là 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 là. Alors au total, celui-là vous pouvez le compter pour 1 et vous me dites combien il y en a au total. Ou, Il voilà. doit y en avoir une dizaine, franchement. Combien y a-t-il de Il y a films eu- Halloween il y a au les- total? Halloween, il y a la trilogie Halloween des années 2010. Réalisé par ton ami dont tu te rappelles bien du nom. Green Hornet. Green Hornet, bien sûr. D'ailleurs, c'était Paul Greengrass tout à l'heure. J'y ai pensé après. Halloween, j'ai dit Peter. Halloween vs Predator ne compte pas. 12, il y a moyen. Ouais, franchement, Donc, 12, je pense aussi. On serait sur Donc, il y en a- 12 au il y en a total. 3 dans les années 2010, donc par grâce David Gordon Green. Ouais. Let's go. Donc, 3 de David Gordon Green. Il y a ceux de Rob Zombie aussi. Ouais. Donc, je crois qu'il y en a 2. Je pense que la série originale, il y en a genre 5. Donc là, tu seras à 10. Là, je serais à 10. Je pense qu'il y en a 2 un peu filous, des films indiens. Je peux vous promettre qu'il n'y a aucun film indien. Allez, après. je suis à net sur un 12. Mon 12 sera Donc, mon tu dernier. serais mot. 12 au total. En Ouais, comptant en celui-là, comptant le 12 au premier, total. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres estimations? 12, on a 12. Il y a vraiment Halloween vs Predator, ça existe vraiment? C'est Alien. Oui, je connais Alien. Alien. Ah, Mathieu tente un 11, juste pour se Je tente un différencier. Tu veux pas 11. être pareil. Il essaie de frimer, on connaît bien Mathieu. Bravo. 15. C'est le plus haut bet. C'est un peu celui qui me dit le plus grand nombre à gagner. 28. Je vous donne la réponse. 12, vous étiez pas loin du tout. Il y en a 13 au total. Non, j'ai hésité à dire 13 juste pour pas être comme Annette. Il y en a 13, vous avez les 12 autres ici. Ça a été très long de faire cette infographie. H2O, il y en a un qui s'appelle H2O. Qui s'appelle H20, puisque c'était sorti pour les 20 ans d'Halloween. Oh là là. En fait, il y a 2 opus un peu intermédiaires, toute fin 90, tout début 2000, qui sont H20 et Halloween Résurrection, qui sont tout à droite et tout à gauche en bas. Ouais. Mais sinon, le reste, tu avais bon, évidemment, les 2 Halloween de Rob Zombie, les 3 de Gordon Green, et il y en a 6 au total dans la franchise originale. Et ouais, je pense que c'est la saga la plus longue que je connaisse. Après, c'est un peu triché parce qu'il y a des remakes, mais... Il y a des sagas avec beaucoup de trucs. Après, il y a James Bond, on va dire c'est une saga un peu Ouais, d'anthologie, mais... le truc d'horreur, il y en a avec beaucoup de films. hein. C'est pas Genre, faux, ouais. Il me semble que des... Comment ça s'appelle déjà le film avec le gars qui a des clous dans la tête? Frankenstein. Non, c'est quoi, Jason? Non. Mince. Peut-être que le chat l'aura. Les clous dans la tête. Ah oui, Hellraiser. Oui, exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films, ouais, t'as raison. Des Hellraiser. Hellraiser, t'as raison, ouais. Des Chucky. Il y en a Ah, 1500 pas mal, pas aussi mal. des Chucky, donc... Non, c'est ça, effectivement. Mais en tout cas, ouais, deux reboots. À part dans les films de super-héros, comme ça, j'ai pas beaucoup d'autres idées de sagas, surtout que c'est assez Fast and proche. Furious, notamment. Bientôt. Il y en a, trois films, il y en a 13. quoi, il y en a 10, c'est ça, Ouais. non ouais. Plus un spin-off. Donc ça Oh, fait les- 11. Voilà, dis donc. Dernière question, on change encore de gameplay. Je me suis dit, remake, quels sont... Je cherchais un peu dans les films les plus remakés, et j'ai pensé Psychose. Alors pas forcément le film, mais en tout cas la scène iconique de la douche. Plus tous les films sur le... Bon, ouais, ça, je vous laisse juger. Mathieu, là, Oui, c'est ton domaine à toi. Alors, le masque est un peu en latex et C'est tout. tombé. La question est, de tous les films qui ont refait la scène de douche de Psychose, depuis la sortie du film en 1962, 60.
Quel film, pendant la scène des coups de couteau, hein, intercale un plan du ciel Je sais. en accéléré? I know. Si vous l'avez, vous pouvez le dire dans le chat. Loïc, tu peux patienter un petit peu. Surprise, il s'appelle. Ne dis pas. Ne dis What? pas. Si vous avez le réal aussi, potentiellement. C'est surprenant, c'est un film étonnant. J'ai l'impression qu'il doit plus exister pour une sorte de coprojection un peu art En contemporain. tout cas, art c'est expérimental. plus conceptuel que. Oui, voilà, c'est ça. Ben, Mathieu a raison, c'est Voilà. Psycho. Enfin, Et en fait, Psycho. c'est ça, c'est le Psychose de Gus Van Sant. Gus Van Sant qui est un... En fait, ce qui m'a... Pourquoi j'ai pris ça? Parce que je me suis dit de toutes les façons que cette scène a été travestie, reprise, De Palma l'a fait 1 million de fois. En fait, Alors, la scène de douche est assez différente, c'est beaucoup moins bien, mais ça montre beaucoup plus, disons. Mais en plus, alors que le film Psychose de Gus Van Sant est quasiment un remake plan par plan, Ouais, tout à fait. Enfin, on pourrait dire que 90% en tout cas des plans du film de Gus Van Sant sont identiques à ceux de Hitchcock, enfin reproduisent en tout cas, mais il intercale des plans qui n'ont rien à voir au milieu des coups de couteau, dont ces espèces de plans de nuages, comme si le ciel se déchirait. Il y a pas aussi un plan de cascade. Je crois qu'il y en a un autre, il y a un plan à un moment sur la pupille qui se dilate très très fort comme ça, qui est aussi un plan un peu psychédélique. Et voilà, donc c'était Psychose qui est pas mal entre les pecs de l'un et les biceps de l'autre sur cet écran final. Voilà, c'est la dernière question de ce petit quiz Merci beaucoup, des Clément. remakes. Tu nous as fait voyager. Et là, attention, on va vraiment voyager. Alors là, j'espère sincèrement que là, personne dans le chat. attachez vos ceintures. Oh là là. Là, on fait face à du lourd. Voilà, ça c'est ma tête pendant tout le film. Drive Away On va Dolls. un peu d'enthousiasme. On va parler de Drive Away Dolls, qui est le nouveau film, ou le premier film, selon comment on veut le compter, qui est un film signé Ethan Cohen, qui est donc évidemment l'une des moitiés des frères Cohen. Joel avait fait The Tragedy of Macbeth il n'y a pas très longtemps, en solo, et là c'est Ethan qui, en solo, récupère, si j'ai bien compris, un scénario qui date des années 90. De début 2000, je crois. Ah ouais, en tout cas qui était dans les tuyaux depuis un certain temps, et qui est écrit par Tricia Cook, qui est la femme de Ethan Cohen. Et la monteuse Et de leur film aussi depuis un certain moment. La monteuse, l'une des monteuses, parce que eux montent leur film subordonnée. et ils montaient avec l'aide de Tricia Cook, pour donner son nom, qui raconte le road trip de deux amies lesbiennes dont j'ai pas du tout oublié le nom des personnages. Margaret Qualley en tout cas. Margaret Une des Qualley deux. joue celle qu'on voit à droite en ce moment à l'image. J'ai oublié tous les prénoms du film. Mais l'autre actrice, je suis sûr que c'est une bonne actrice. Donc j'ai un peu envie de dire son nom. C'est vrai, tu as raison. Et qui vont en fait un petit peu essayer de... Donc le personnage de Margaret Qualley est un peu plus déluré, libéré que son ami. L'autre, Et c'est Géraldine Viswanathan. est-ce que tu as les noms des persos? C'est Jamie et Marianne. Très bien, Jamie et Marianne. Jamie de Margaret Qualley. Jamie donc essaie de remonter le moral de son ami en l'amenant dans une sorte de road trip parce qu'ils doivent aller, je sais plus pourquoi, elle doit aller dans le sud. C'est juste pour livrer la voiture. Oui, mais oui, ils prennent la elle voiture veulent pour aller dans sa famille. Oui, c'est pour il y a un aller prétexte comme ça. retrouver la tante de Margaret Qualley qui est une Enfin, femme. de Non, l'autre. De l'autre, donc de Marianne. De Marianne. Et donc elles vont en fait utiliser un système que moi je connaissais pas, où en gros une chaîne de location de voitures a besoin qu'un véhicule se déplace, et donc ils font pas payer le trajet aux personnes qui vont déplacer la voiture, comme ça arrange un peu tout le monde, sauf qu'elles prennent une voiture dans laquelle sont dissimulés des objets mystérieux de type mallette de Pulp Fiction et autres folies, et donc elles vont être rapidement prises en chasse par une série de gangsters. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce. Voilà, donc Loïc, c'était bien ou pas ce film? Ah là 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 là. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu dans le chat? Je suis trop curieux. Enfin, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment qui que ce soit peut mettre plus que 1 sur 5 à ce film sur n'importe quel site de notes. Je ne comprends pas comment quelqu'un qui a des yeux et des oreilles... Faut pas être péremptoire de cette façon. Si le chat a adoré, là, ils vont se sentir floués et ils vont pas oser commenter. Écoute, à cause de pas toi, grave, Loïc. c'est pas grave. Tu es clivant. Là, il y a des critiques qui ont mis 5 sur 5 au film. C'est inimaginable. Enfin, c'est vraiment, je pense, l'objet de cinéma le plus misogyne que j'ai vu depuis très longtemps. Il y a en fait cette idée un peu retorse qui est maintenant, depuis MeToo, depuis une certaine nouvelle représentation des femmes au cinéma, c'est plus possible de, en tout cas très frontalement, de sexualiser une femme par un male gaze. Donc là,
astucieux, les vilains Petits cinéastes. génies, les scénaristes se disent bah tiens, on va faire des films sur des lesbiennes et comme ça en fait c'est les femmes qui se sexualisent mais entre elles et comme ça on peut aussi faire des plans sur du sexe féminin, sur des nichons qui bougent en ralenti et il n'y a pas de souci parce que c'est regardé par une femme. Bah, évidemment qu'il y a des soucis. Donc c'est le female gaze lesbien comme excuse au male voilà, gaze finalement. tout à fait. Et donc, toutes les femmes qu'on voit dans le film, à un moment ou à un autre, soit s'embrassent, soit couchent entre elles. C'est vraiment assez systématique. C'est presque une sorte de délire de mec un peu fou qui se dit « Ah, bah, s'il y a deux filles qui sont copines, alors forcément, quand elles sont toutes les deux, elles se font des bisous. » Il y a donc ces deux personnages, ces deux protagonistes. L'une est un peu dévergondée, s'amuse tout le temps, va coucher à droite à gauche. Et l'autre, à l'inverse, est très coincée, n'ose pas, n'aurait pas fait l'amour depuis 3 ans. Et évidemment, ce qui doit se passer dans une histoire intéressante se passe. Celle qui n'a pas couché depuis 3 ans se fait aider par l'autre, parce qu'évidemment, l'autre se dit « Ah, mais c'est absolument trop grave, ça fait trop longtemps. » Donc elles vont coucher toutes les deux. Elles vont tomber amoureuses. C'est le destin presque à partir du moment dans le film où littéralement, enfin encore une fois, si tu mets deux femmes dans une pièce, elles couchent ensemble, tu croises une équipe de footballeuses féminines. Alors forcément, ce qu'elles font pendant leur pyjama party, c'est qu'elles se regroupent dans leur cave et qu'en fait elles s'embrassent s'embrassent à tour de rôle 2 par 2. Elles font des binômes comme ça et toutes les 5 minutes, l'arbitre siffle pour switcher comme ça les places des femmes. Une sorte de speed dating, mais de roulage de pelle instantané. et compagnie. Et donc forcément, le gag arrive, les deux copines doivent se rouler des pelles aussi, elles le font un petit peu, puis là, coincée, un peu gênée, parce qu'elle est coincée, elle se décoincera plus tard, aux alentours... des 2 tiers du film. Ouais, pour une scène de sexe parmi tant d'autres qui ensuite se multiplie très rapidement à coups de god et de jeux dans les douches, à coups de cris, à coups de vulgarité. Évidemment, on a aussi une scène, ça c'est formidable, ça je pense que c'est ce que je déteste le plus dans le film, c'est le personnage donc de la coincée qui a droit à des flashbacks qui viennent presque expliquer son homosexualité, où en fait elle découvre comme ça par-dessus la palissade de son jardin sa voisine bonne avec des gros seins qui sont filmés au ralenti pendant qu'elle bouge comme ça. Donc d'abord elle le découvre en faisant du trampoline par-dessus la palissade et ensuite vient creuser un trou à l'intérieur carrément pour pouvoir l'espionner, regarder au travers et comme ça la mater. Évidemment son mari à elle est un gros bedonnant un peu moche, mais oui c'est un film de... les femmes ont le pouvoir, c'est les femmes qui baisent entre elles, machin et tout ça. Bon, tout ça est quand même extrêmement vulgaire. Toutes les blagues du film tournent autour des fesses ou des bites. C'est à peu près le seul ressort humoristique du film. Donc évidemment, tu ris pas beaucoup. Tu ris pas beaucoup devant Drive a Idol, c'est plutôt désolant. Il y a une blague d'un chien qui fait l'amour à un mec tombé par terre. Il y a des moulages donc, de bites. Qui sont le MacGuffin évidemment, oui, parce que tant qu'à faire un rôle central, c'est quand même super drôle, c'est démergondé ou quoi, c'est terrible. D'ailleurs la scène que tu signes de la jeune Marianne qui fait un trou dans la palissade est un peu programmatique du film, parce que finalement on donne un personnage féminin innocent un outil en forme un peu phallique pour faire un trou pour pouvoir regarder les corps de femmes. C'est une bonne représentation esthétique de ce qui se passe dans le film, qui est peut-être d'ailleurs le film lesbien avec le plus de phallus de l'histoire, hein, puisque presque par un procédé pervers mystique, toute l'intrigue tourne autour de cette question-là, sans tout vous dévoiler, mais on va dire que voilà, les objets en forme de phallus jouent un rôle primordial, essentiel dans l'intrigue, sont même le nœud de l'intrigue sans mauvais jeu de mots. Mais effectivement, en premier lieu, on ne peut qu'être désolé par un petit peu le traitement des personnages du film qui est extrêmement superficiel et voilà, baigne dans une série de clichés qui témoignent en fait d'une sorte de ringardise qui touche en fait tout le film, même esthétiquement. Enfin, ça se devine déjà aux bandes annonces, mais c'est un film qui est vraiment pas du tout tenu, qui a aucune idée, qui essaie un petit peu de faire cache-misère avec plein de choses extrêmement ringardes, notamment les transitions d'une scène à l'autre où tel un movie maker déchaîné, les plans vont se mettre à tournoyer ou à se plier comme une carte, etc. Des sortes de transitions un petit peu de PowerPoint, PowerPoint, vraiment. Qui viennent essayer un peu de cacher le marasme vraiment général du film. J'ai presque regretté qu'il n'y ait pas celui de PowerPoint, tu sais, le papier se
fait une boule Ah, et en ce fait froid. ça fait un avion en papier. Et l'avion en papier s'envole comme ça. C'est vrai. Oh, Là, ça m'aurait régalé. Franchement, ça aurait pas détonné. J'aurais plus aimé. Mais c'est un film qui m'intéresse un tout petit peu parce que je trouve le pari est un peu intéressant de dire on a toujours vu les frères Cohen travailler en duo Ouais. et là on a un échantillon de chaque en solo et on voit un petit peu ce que ça donne. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que c'est un peu un demi-film des frères Cohen au sens où sur le papier, c'est un film des frères Cohen presque pur jus. On retrouve tout un tas d'éléments qui sont vraiment caractéristiques de leur style et de leur écriture. L'idée d'une sorte de buddy movie, de road movie. On va rencontrer plein de personnages un petit peu débonnaires. C'est quelque chose qu'ils ont beaucoup fait. L'idée de se balader un peu dans les milieux de la contre-culture. D'avoir un humour qui passe principalement par le dialogue, les régionalismes divers qui s'affrontent, notamment la question de l'accent qui là est échu malheureusement à Margaret Qualley qui fait de son mieux pour essayer de nous faire croire qu'elle est texane, mais ça fonctionne pas tout à fait, voire même pas du tout. Et cette utilisation qui est quand même assez décisive du chant contre chant chez les Cohen. Je crois qu'il y avait une vidéo de Every Frame a Painting à l'époque qui parlait de cette figure de style et comment eux faisaient bien des chants contre chants. Et il revenait surtout sur le travail de Roger Dickens aussi, ouais, notamment qui donc évidemment ne cheffe plus les films des frères Cohen. Tout à fait. Peut-être que c'est pour ça que c'est moins bien. Ça peut jouer, mais en tout cas derrière, on va dire, l'apparente simplicité d'un chant contre chant se cache tout un tas de questions qui sont primordiales à sa réussite. La focale utilisée, quelle portion du décor on voit, quelle échelle de plan sur les personnages, et évidemment le timing des coupes et du montage. Et en fait, ce qu'on voit dans Drive Away Doll, c'est une version vraiment dévitalisé, vraiment, je sais pas, aphone, complètement raté de ce qu'aurait pu être un film des frères Cohen, quoi. Oui, mais techniquement, il n'y a rien qui est là, quoi. Il y a vraiment, donc, tu parlais des transitions qui sont là presque pour camoufler un montage et aussi une écriture qui ne fonctionne pas du tout. Il y a le travail de la lumière qui est... Tu me le défendais un petit peu sous une forme de volonté de bande dessinéiser le cinéma, mais moi, je trouve ça vraiment juste laid et de mauvais goût tout le temps. Vraiment, les couleurs sont crades, sont sales. Il n'y a pas une idée un peu forte qui aurait pu se dessiner comme on aurait pu en voir dans des films, je sais pas moi, de John Waters ou dans le Dick Tracy. Ouais. Une idée un peu néon, mais mais en fait, tu parlais des néons tout à l'heure pour les films de plateforme. Ça, c'est pour moi un pur jus de néon moche de films de plateforme, quoi. Ça, c'est vraiment du mauvais éclairage de série. Les acteurs, tout le monde joue mal, même les bonnes actrices. Margaret Qualley, c'est sûr que c'est bien. Vous pensez donc qu'on est donc sur une volonté de faire du new Hollywood avec les néons en plus? En vrai, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je pense que c'est surtout Stranger Things qui a un peu lancé la mode du néon, qui s'est dit mais c'est cool les années 80, le rouge, le bleu. Maintenant, même au-delà du cinéma, on en voit dans toutes les vidéos YouTube du monde. Mais ce qui est très bizarre, c'est que le carcan esthétique du film semble complètement arbitraire en fait, parce que c'est censé se passer en 99, je crois. Parce qu'il parle du bug de l'an 2000 qui va arriver, etc. Sauf que le film n'arrive pas à trancher vraiment entre est-ce qu'il a plutôt envie d'être nostalgique des années 80, ça c'est l'ambiance néon, etc. Ou des années 60-70, ambiance libération sexuelle, psychédélique, etc. Parce qu'il y a des sortes d'interludes psychédéliques en images de synthèse, très laid, encore une fois. Enfin, vraiment complètement gratuit, qui interrompent le film comme ça autour du mystère de ce qu'il y a dans la mallette. Donc la caméra comme ça rentre vers la mallette et il y a des espèces de de couleurs. Là on voit un plan dans la bande-annonce avec Miley Cyrus dedans et ça ressemble à ça. Il y a une séquence peut-être le pinacle de cette année de cinéma où on voit des pizzas en 3D avec des olives en 3D qui volent comme ça dans une séquence psychédélique. Une pizza, tu dézoomes, il y a une autre pizza dans une pizza. Bon, ça marche pas c'est vraiment une idée de cinéaste. C'est comme si la pizza il y a la même chose dans Los Delinquentes. À un moment comme ça, il y y a une pizza au milieu du film et ça dézoome. La pizza est pas mal. C'était sur la liberté, la poésie. Et en fait, ça donne un film qui est vraiment complètement je dirais impersonnel, enfin en tout cas presque anachronique, mais à tous les niveaux, même intradiégétiquement. On sent que ce qui nous est montré correspond pas du tout à l'époque que le film. Enfin, c'est comme si on voyait en 2024 un film écrit dans les années 2000 qui était déjà ringard de ce qu'étaient les années 90. Enfin, il y a une espèce de truc de mise en abîme comme ça. Je pense que quand ils ont écrit le scénario au début des années 2000 et qu'ils ont galéré 20 ans pour en faire un film, c'était quand même un indice, un indicateur de quelque chose qui n'allait pas. Déjà à l'époque le film était ringard, ça me... Et je suis assez surpris par l'incompétence en fait du film, enfin, j'ai pas d'autres mots,
pour orchestrer des choses parfois assez simples. Et je trouve notamment au niveau du montage, qui a pourtant été toujours une des forces plutôt du cinéma des frères Cohen, là il y a des choses, une des séquences introductives des personnages, c'est une séquence de double appel. Donc il y a Jamie qui est en train de faire l'amour et reçoit des appels de 2 personnes différentes, se trompe, etc. Et on sent que dès qu'il y a 2 interlocuteurs en même temps, le montage est absolument perdu, n'arrive pas du tout à faire raccorder A et B, enfin on comprend pas du tout ce qui se passe. Pareil à la fin, le moment un peu de climax, il y a un échange de coups de feu, une mallette, un sac qui vole, etc. Le montage est complètement aux fraises, n'arrive pas du tout à gérer plusieurs éléments simultanément, et c'est pas, c'est vraiment juste, je sais pas, une question de lisibilité, d'efficacité simple, quoi. Et le film atteint même pas ça, quoi. C'est assez triste à voir, Pourtant, le film est encore monté par Ethan Cohen et Tricia Cook. Il n'y a que Tricia Cook qui est crédité. Sur le générique de fin du film, c'est Tricia Cook. Moi, j'ai souvenir des 2. Non, je suis sûr. Ok. Ouais. C'est pour ça que je viens de checker. Mais sur peut-être Internet, que c'est marqué différemment sur les réseaux. Ouais. Non, mais après, donc, moi aussi, j'en suis revenu presque à penser au cinéma des frères Cohen en général, et je me suis dit, est-ce qu'il y avait vraiment une forme de génie, une forme de brillance là-dedans, en fait, qu'on aurait juste perdu ? Moi, en général, c'est des films que je trouve plutôt réussis, mais qui jamais ont atteint une forme de transcendance ou vraiment une idée très forte. Peut-être Inside Llewyn Davis, que j'ai pas encore vu, qui lui a l'air quand même formidable. c'est un très beau film, c'est un très beau film. Mais No Country for Old Men, c'est quand même vraiment bien. C'est quand même vraiment bien, mais c'est... Je trouve que c'est pas un chef-d'œuvre, mais oui, c'est voilà, quand ça. même... Et en fait, en découvrant donc chacun des cinéastes indépendamment, comme tu l'as dit tout à l'heure, The Tragedy of Macbeth, qui avait sorti donc Joel Cohen il y a 2 ans de ça, moi je trouvais que aussi c'était un très mauvais film, vraiment catastrophique, mais d'un autre... de l'autre pan, là c'est Hathaway Dolls, c'est la partie débile des frères Cohen, mais poussée à l'extrême. Et The Tragedy of Macbeth, c'est le côté arty, mais aussi presque une parodie de film artistique, quoi. C'est vraiment tout est hyper galvaudé, suresthétisé, très lourd, donc dépouillé de toute vitalité. Les acteurs jouent mal, disent mal le texte. C'est vraiment une sorte d'assassinat de Shakespeare qui donne une sorte de nouvelle vie aux costumes et surtout aux décors de travail de Shakespeare, mais qui en fait ne sont pas du tout modernes. C'est des décors qui avaient déjà été dessinés et croqués il y a 400 ans de ça, quoi. Je trouve que Barton Fink et Miller's Crossing sont des sommets. Je rigole beaucoup devant The Big Lebowski perso, mais leurs films ne font pas partie de mon panthéon perso. J'ai pas vu Miller's Crossing personnellement. Moi non plus. J'aime bien Barton Fink. Moi, Barton Fink, c'est un film que j'aime pas trop non plus. Je trouve que la fin du film est exceptionnelle. Le tout dernier instant de Barton Fink, littéralement. J'ai souvenir qu'à l'époque, je m'étais vraiment beaucoup ennuyé devant le film, et que soudainement la fin a fait que tout le film avait éclaté comme ça au grand jour à mes yeux. Mais non, mais moi il y a des films que j'aime beaucoup, notamment Arizona Junior, je trouve qu'il est pour le coup vraiment un film qui est dans le pur cartoon, un film que j'adore, enfin je trouve qu'il est un des meilleurs exemples de cartoon en image réelle, entre guillemets, que le cinéma a pu produire. Oui, ça, on parlait de bande dessinée du cinéma. Et là, on reconnaît qu'il y a des trucs un peu sur un peu les plans débulés, la façon dont les couleurs dessinent un peu les décors, la profondeur de champ qui est un petit peu irréaliste, ça, mais bon, ça génère vraiment rien, c'est très raté, mais... On nous demande dans le chat, d'ailleurs, comme on voit dans la bande-annonce, les multiples titres des films précédents, est-ce qu'on a une tendance à l'autocitation qui se ressent ou pas ? Mais franchement, oui, carrément, il y a vraiment, comme tu le disais, c'est presque une sorte de... Est-ce que c'est vraiment de la citation ou juste une sorte de palimpseste dégueulasse du cinéma des frères Cohen. Ça fait un peu pot pourri généré par IA de frères Cohen. Oui, c'est possible. Oui, c'est une bonne proposition. Franchement, je pense que tu demandes à ChatGPT, écrit une histoire des frères Cohen avec une mallette et des lesbiennes, je pense que ça te donne ce film. La citation directe, moi j'ai le plus pensé à Big Lebowski, un petit peu pour le côté je sais pas, la période temporelle, le côté un peu wannabe hippie des personnages, un petit peu comme ça. Le côté un peu mafieux nul aussi des deux gars qui les suivent. Et Arizona Junior, voilà, pour cette espèce de côté vaguement cartoon, mais c'est du cartoon vraiment dévitalisé à 100%. Enfin, il n'y a aucun gag qui passe par le corps, ou etc. En fait, tout le... Il n'y a aucun gag qui passe. Oui, il y a aucun, d'ailleurs. C'est vrai. Mais même prévu pour passer par. En fait, ce qui est très triste, c'est que presque le film repose intégralement sur le malaise dans une sorte de contraste entre les personnages parlent de sexe et il y a un élément extérieur
qui est là, enfin un autre personnage qui est là qui les écoute. Enfin c'est vraiment l'unique ressort du film. Ça est ergoté sur, c'est un truc un peu Martin McDonagh que j'aime pas trop, ergoté sur quelqu'un va employer un terme, alors du coup pendant 10 minutes on discute de est-ce que c'était le bon terme, mais t'as dit ci et j'ai dit ça, bref. Et typiquement au début du film il y a un chant contre chant où elle discute avec le loueur de voiture, sauf que elle transporte un carton d'affaires duquel dépasse un sextoy. Et j'avais oublié ça. en fait, quand la scène commence, on se dit ah d'accord, c'est ça ça la scène en fait. C'est imaginer, elle discute, mais on voit le sextoy qui dépasse et il y a que ça et la scène restera à ça quoi. Terrible. Et en fait, tout le film fonctionne sur ce principe-là. Et il y a une séquence où vraiment je me suis dit que c'était pas un cinéaste qui était à la barre de ce film, mais une scène où elles sont dans un restaurant et elles discutent comme ça de ce que tu disais, donc le fait qu'il faudrait que l'autre s'épanouisse, retrouve un peu une vie sexuelle, etc. Et il y a un serveur qui est là j'avais oublié ça. pour leur servir du champagne. Terrible. Et qui verse très lentement du champagne. D'ailleurs, on sent que le timing de la scène est très mauvais parce qu'il y a des faux raccords terribles sur le champagne, etc. Partout. Et donc le plan, c'est un plan sur... Enfin, le découpage, c'est un plan sur une des filles, l'autre plan sur l'autre. Et la bouteille qui rentre dans le champ pour verser le champagne. Bon, ça peut être un embryon de te dire « Ah, ça peut être marrant de faire ça. » Sauf que, bon, déjà, ça dure une éternité. Ce qu'elle dit, c'est pas intéressant, c'est pas drôle, c'est le vulgaire. versage du champagne aussi dure une éternité. Le versage du champagne dure une éternité, donc le gag est appuyé. Et surtout, il finit par faire le plan sur le serveur en train de servir qui fait « Oh, je suis gêné. » Et généralement, c'est un plan interdit en tant que cinéaste, quoi. Parce que ça veut dire que t'as pas du tout compris le gag que t'avais sous les yeux, vraiment, depuis le début, quoi. Et tout le film est comme ça, d'une espèce de lourdeur vraiment affligeante, quoi. C'est vraiment un film d'ado, quoi. C'est vraiment un film d'ado, mais très très jeune, qui vient de découvrir les blagues de Bite et de Prout, quoi. C'est vraiment très 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 décevant. Enfin, je sais pas si j'avais beaucoup d'attentes, mais je suis quand même déçu. Mais on sent que c'est un film, qui a pas du tout les moyens de ce qu'il veut faire, enfin, vraiment rafistolé, enfin, qu'il y a des plans qui fonctionnent pas du tout, il y a des... On a dit, enfin les transitions, tout ça. On sent que c'est un film qui est pas fait rigoureusement du tout, quoi. J'ai presque l'impression, je me demande même s'il y a un truc de Joel Cohen a voulu faire son film. Alors Ethan a dit, alors moi aussi je veux en faire un. Donc on va trouver un truc. Ah ben il y a ce vieux papier dans les cartons. On va essayer de le faire comme on peut. On dirait un peu un boulevard de la mort de Tarantino croisé avec Licorice Pizza de Pitié dans la forme. Un jour ils se sont pas levés du lit et la caméra B a fait tout leur place. Ouais, je sais pas. Il y a un côté un peu nostalgico-régressif qu'on peut un peu rapprocher de ces cinéastes. Mais en fait, le truc, c'est que c'est même pas un film un peu grindhouse comme a fait Tarantino. Enfin, c'est pas du tout un film esthétiquement underground. Oui, on dirait pas qu'il est régressif consciemment. Ou qui revendique une esthétique un peu bricolée. C'est juste une sorte de film consensuel mal fichu, quoi. C'est non, mais c'est effectivement un film très 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 mauvais. Un peu à tous les niveaux, quoi. Enfin, le procès de la représentation est édifiant aussi, quoi. Mais voilà, donc à toutes les personnes qui nous écoutent, profitez de votre 1h20 en n'allant pas aller voir ce film. Franchement, c'est très très rare que ça m'arrive, mais le film m'a énervé pendant plusieurs jours. Vraiment, j'étais encore dégoûté de ce que j'avais vu. Tellement vulgaire, tellement grossier. Pendant plusieurs jours, j'avais encore ces images en tête, cette sorte de sensation dégueulasse, presque d'envie de vomir. Non, c'est vraiment terrible. Et c'est de très très loin la pire chose qu'ont produit les carrières de Joel et Ethan confondus. Il y a, je pense, aucun doute. Enfin, j'ai pas vu tous leurs films. Ouais. Avec César, c'était pas formidable. Mais c'est quand même des années-lumière au-dessus de ce film aussi. Bon, je pense qu'on a fini de cracher notre venin sur ce film et de vous protéger. En fait, c'est surtout ça notre travail. On a été le voir pour que vous n'ayez pas à le faire. Qu'est-ce qu'on va montrer la semaine prochaine ? Enfin, pas montrer, mais... J'ai reçu le message, je n'avais pas promis. Qu'est-ce qu'on va... Donc, évidemment, il y a le Ryusuke Hamaguchi. Et oui, le mal n'existe pas. Donc, cinéaste qui avait fait Drive My Car et Conte du hasard et autres fantaisies ces dernières années. Le pire entre Cohen et Roadhouse, du coup, c'est vrai qu'il y a un peu de dissensus. Quel est le pire entre les deux ? Justement, c'est un peu notre opposition personnelle. Pour moi, Roadhouse, c'est bien au-dessus, déjà dans la mesure où, à choisir entre une mauvaise représentation des femmes et l'absence de représentation des femmes, je choisis l'absence. Et au moins, il y a Conor McGregor dans Roadhouse, il y a quelques scènes de combat un peu cool. Le Cohen, c'est vraiment juste 1h20, mais c'est consternant pendant 1h20, quoi.
Bah moi je serais, voilà, pour équilibrer un peu, je dirais peut-être que... Je trouve que, en fait... Tu peux pas dire ça. Non mais je pense que Drive Away Dolls est un film vraiment plus raté et probablement plus mauvais en vérité. Et je pense que les intentions sont pires aussi. Ouais, peut-être, mais bon. Mais je trouve que en fait, Roadhouse témoigne d'un truc qui me déprime plus. Enfin, cette idée de dire que comment dire, on ne fait plus cas du cinéma, quoi. Vraiment, on dit, on met un label film sur un truc qui est tellement pas pensé. Enfin, je trouve que ça me déprime plus, quoi. Enfin, tu vois, je me dis, bon, les Coen auront laissé au monde, tu vois, des belles choses. Tant pis, bon, celui-là est vraiment nul, mais voilà, Roadhouse me déprime plus. Mais moi, je pense qu'il y a un truc vraiment de l'ordre de la dangerosité du projet, quoi. Je peux pas imaginer quelqu'un lire le scénario de Drive Away Dolls sans être consterné. J'arrive pas à comprendre comment une femme peut avoir chef-opé ça, quoi. Je comprends pas comment une femme peut avoir accepté de jouer là-dedans, à part juste donc pour le label Cohen, quoi. Peut-être pour ça qu'ils ont réussi à se choper Miley Cyrus, Matt Damon, mais en plus, Pedro Pascal aussi au début. Le film à l'origine revendiquait encore plus son côté un peu esthétique lesbien, etc. Parce que ça s'appelait Drive Away Dykes, ce qu'on lit dans le panneau d'affichage du titre à la fin. Donc Dykes, ça veut dire un peu lesbienne, mais c'est une sorte d'argot un peu daté. Ils appellent ça dans le film des dyke bars, les bars où ils vont. Et voilà, c'est un peu l'anglais de Gwyn. Oui, c'est ça, exactement. Et en fait, du coup, ça témoignait encore plus de cette idée de parler de ça. Donc je pense que le film s'est fourvoyé à un moment, tu vois. Mais bon. J'ai oublié de te dire au nom du quiz, mais il y a aussi un remake plan par plan de Funny Games de Haneke, bien sûr. Qui s'appelle aussi US. Qui s'appelle Funny Games US, c'est vrai ça. Curieux. Qui s'appelle Funny Games US, ouais. Je l'ai pas vu, j'aimerais bien. Par curiosité, peut-être aussi de la même façon que le Psychose de Hitchcock et de Gus Van Sant, vraiment côte à côte, et tu vois un petit peu comment ça évolue. Et voilà, tout ça pour dire. Allez voir Los Delinquentes, la semaine prochaine Hamaguchi. Allez voir, Le mal n'existe pas. Quel sera le deuxième film? On hésite avec des films qui sont sortis ce mercredi. D'ailleurs, peut-être que vous avez une préférence dans le chat. Si vous avez vu des bons films en salle. On hésite avec quoi? Avec Une famille de Christine Angot. Bah, c'est pas sorti ce mercredi, ça. Je crois que c'est sorti la semaine dernière, mais il y a une sorte d'un peu de... Pas de buzz tardif, mais en tout cas un peu de... Voilà, beaucoup d'échos positifs. Il y a aussi un autre film qui sort, je crois, la semaine prochaine, qui a l'air chouette, dont j'ai oublié le titre, qui commence par un B. C'est, je crois que ça se passe en Corse. C'est sur une femme gardienne de prison, Maton. J'ai pas du tout. Borgo, je crois. Le film s'appelle Borgo. Oui, c'est ça, c'est Borgo. Ça a l'air chouette. Je crois que ça sort le 17. Non, le 10, du coup, comme la Hamaguchi. Tac. Je sors de... Non, c'est le 17. Nom, film guinéen intéressant sur certains aspects. Ok, waouh. Nommé, je sais pas si ça se prononce nommé. Nommé, peut-être. Ok. Bon, on pourra peut-être aller voir de ce côté-là. Et il y avait aussi Il pleut dans la maison. C'est ça, Il pleut dans la maison, tout à fait. Qui avait l'air pas mal, le film qui était sélectionné à la semaine de la critique au dernier Cannes. Et voilà, mais en tout cas, Hamaguchi, on sait qu'on va parler. J'ai rien dit sur Borgo ou Borga, j'ai oublié, c'est le 17 qui sort. Ah, donc ce sera pour la semaine d'après. Donc là, c'est le Christine Angot, donc une famille, où il pleut dans la maison. Il pleut dans la maison. Et voilà, il y a d'autres trucs comme ça que j'oublie. Voilà, on pourra peut-être aller voir. Mais ça me paraît pas mal. Le film de Christine Angot a l'air super. En tout cas, de très bons échos. Chez Criticat, chez Criticat, en tout cas. Mais, de toute façon, à la limite, peu importe, puisque ce qui compte vraiment la semaine prochaine, c'est le nouveau ciné-club Prism. On vous a beaucoup parlé de Michael Mann et ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas terminé. C'est le film de Philibert. Ah oui. Après, le problème, Averroès et Rosa Parks. En fait, je me demande si pour voir Averroès et Rosa Parks efficacement, il faut avoir déjà vu Sur l'Adamant que j'ai raté. Surtout que là, et en plus, il sort le nouveau nouveau qui est... j'ai oublié le titre. Mais le titre est différent. Sur une machine à écrire, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Donc, est-ce qu'à ton avis, Annette, ça vaut la peine de parler de Rosa Parks indépendamment des autres? Vous avez fait Apollonia. C'est vrai qu'apparemment, c'est pas mal. On n'a pas encore vu ça, mais je sais l'embarras du choix. Chloé, donc, qui était venue pour Dune et l'Empire, m'a dit que c'était pas très bien, en fait. Ah ouais? La critique de Criticat est plutôt bonne, je crois. Mais, ok, après, on peut aller voir. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense que ça vaut mieux de voir sur l'Adamant par là. Ok. Bon, on verra ce qu'on arrive à bricoler. En tout cas, si vous êtes parisien ou sur Paris à ce moment-là, on compte sur votre présence mercredi soir à 19h30 à la Filmothèque du Quartier Latin, puisqu'on va vous montrer Manhunter. Donc, on avait montré une séance il y a quelques mois, The Insider Révélation, film de la fin des années 90. Ouais. Là, on est plutôt au milieu des années 80. Manhunter, c'est le 3e film de Mann, et en tout cas, peut-être son premier vrai chef-d'œuvre. Moi, c'est un de mes films préférés, vraiment personnellement,
All Times. All Times, ouais. Mm. Tout, voilà. Man, évidemment, je le tiens très très haut, donc beaucoup de ces films sont dans mon top personnel, mon panthéon personnel. Mais Manhunter, voilà, très grand film, nous dit Mathieu. C'est vraiment un film passionnant qui a cette qualité, comme on l'a dit, je pense plusieurs fois, d'être vraiment le film de son époque, qui capte vraiment quels sont les enjeux esthétiques de son époque. La question de la télévision, de la publicité sont comme ça sous-jacents dans le film. Peut-être pour vous pitcher plus simplement, c'est l'histoire d'un agent du FBI qui enquête sur un serial killer et qui a une sorte de sixième sens. Le sixième sens, c'est le titre français du film qui est aujourd'hui un peu moins utilisé, qui est une sorte de sixième sens qui lui permet de un peu rentrer dans l'esprit du tueur, se laisser, on va dire, envahir par l'état d'esprit de celui qui le traque pour réussir à l'attraper. Si ça vous dit quelque chose, ça vous rappelle des choses, peut-être que ça vous fait penser au Silence des agneaux ou à Mindhunter, un peu comme ça, les deux œuvres qui sont venues après. Donc évidemment, Manhunter donc de Michael Mann, c'est une adaptation d'un livre de Thomas Harris. De Thomas Harris, mais avant donc Le Silence des agneaux, voilà. Et Mindhunter, comme tu le disais dans un short que tu as effectivement, il y a des liens entre sur la question du profiling des serial killers, des gens qui étudient un peu le comportement, etc. Donc il y a pas mal de liens entre Mindhunter, la série de Fincher, et Manhunter, donc ça peut être aussi intéressant à ce titre-là. En plus, il a été remaké Manhunter. Bah oui, parce qu'il y a Dragon Rouge, qui est un film qui je pensais à ça. C'est un remake de. C'est une nouvelle adaptation du même livre que Manhunter. Et donc le sixième sens dont on parle, c'est Manhunter de Michael Mann. C'est le film dont vous pouvez voir le petit poster là. C'est ça, en gros, donc il y a le sixième sens qui est Manhunter de Michael Mann, à ne pas confondre avec Sixième Sens de Shyamalan. De Shyamalan, qui lui s'appelle vraiment The Sixth Sense en anglais. Tout à fait. Voilà. Donc si vous voulez venir voir Manhunter de Michael Mann présenté par vos deux compères ici présents, c'est donc le 10, donc la semaine prochaine, dans quelques jours, dans 3 jours littéralement. C'est mercredi 19h30, c'est à la notre ciné-club du mois, à la Filmothèque. Exactement. La séance au studio Galant n'est pas encore fixée, mais ça aura lieu. Ça arrive. Vous aurez l'information sûrement dimanche prochain, j'imagine. Et voilà, n'hésitez pas à venir. Carte UGC évidemment acceptée, donc faites-vous plaisir. Non, c'est vraiment un très très grand film. Je suis vraiment content de le présenter. Et voilà, on va bien s'amuser. Et que vous dire on espère que vénéneux. Le stream vous a plu, que Los Delinquentes vous plaira, que Drive Away Dolls ne vous a pas plu, ça je l'espère vraiment. J'espère que vous ne l'avez pas encore vu et que vous allez pouvoir ne pas le voir. Tout à fait. Et non, mais merci beaucoup d'avoir été là, merci d'avoir participé au quiz avec un S. Et bon dimanche et bonne semaine. Gros bisous tout le monde. Ciao ciao.